Depuis 25 ans, Marc-Olivier Fogiel crée l'événement en direct à la télévision. Merci d'accueillir Madame Vanessa Paradis. Merci d'accueillir Monsieur Alain Delon. Je me souviens qu'on était tous un petit peu curieux de tiens, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Vous avez un petit côté Rocco Siffredi, vous savez? Il paraît. Pourquoi les plus grandes stars, les hommes politiques et les personnalités le redoutent-ils autant? Est-ce que vous êtes quelqu'un de complexé? Faut arrêter, c'est Quand vous j'ai qui êtes commencé à avoir complexé. des Regardez, seins, vous transpirez là. C'est chaud, hein? Vous avez vu mon film? Oui, j'ai vu votre film. Moi, j'étais, comment Vous l'avez dire... pas aimé? Si. Vous savez pourquoi les gens vous aiment, Oh là, question. à votre avis? Parce que je les aime. Pourquoi est-il devenu un journaliste incontournable et existe-t-il une marque Fogiel? Aujourd'hui, j'ai l'image de quelqu'un qui est un des 2 ou 3 meilleurs. C'est aussi l'histoire d'une ambition. Vous n'avez jamais eu de remords? De remords. Vous en avez, vous, après ce type d'interview? Il y a une marque Fogiel. Pourquoi a-t-il été surnommé le pitbull du PAF et a-t-il souffert de cette image? Bonsoir à tous, bonsoir Ariane. Ariane qui ce soir apparemment a volé la robe de sa grand-mère, n'est-ce pas Ariane? Si les réseaux sociaux avaient existé en 2003-2004, il se serait fait pourrir. Comment est né son fameux ton très incisif? J'avoue qu'il en a mangé de la pellicule avant que ça soit complètement au point. C'est pas un gros travailleur, c'est un immense travailleur. C'est un acharné du travail. Vous n'êtes pas déçu par les chiffres de l'émission? On dit que vous leur faites perdre de l'argent tous les soirs à 19h. C'est qui, hein? Tout ça commence un petit peu à bien faire. Même si on est potes, il va pas s'emmerder à ne pas poser la question qui peut agacer un peu. Ça commençait bien, ça finissait très mal. Ça commençait très mal, ça s'arrangeait pas. Lui est-il arrivé d'aller trop loin? Vous sentez blessé, Brigitte, hein? Par vous ce soir maintenant, oui. Quand la lumière s'allume, c'est un lion. La télé de Fogiel, c'est une percée dans les coulisses des polémiques qui ont marqué ses émissions. Attention Marco, à la moindre agression, je viendrai me frotter contre toi. Je sais que ça vous intéresse qu'on parle de vous, mais... Non, mais est-ce ce que qui ne dans le public- m'intéresse pas, si tu veux, c'est qu'on qu'on parle ne de parle Jane. pas de moi. T'emmerdes en plus Oui, ça, par-dessus. je t'emmerde. Comment? Grosse nouille. Non, pas encore. La troisième fois pour la prochaine fois. T'inquiète. Et qui ont parfois agité la société française. Quand vous dites Alors, les jeunes, les hordes de jeunes terrorisent la population, mettent le feu aux voitures, Brigitte, taguent les murs, détériorent tout sur leur passage. C'est trop facile, vous fuyez. Face à Bardot, moi je pense que j'aurais fait exactement comme Marc-Olivier Fogiel. Il vient de l'écrire, hein. Il fallait l'écrire avant, camarade. C'est peut-être une des seules fois avec Dieudonné où il est un peu débordé. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. La télé de Fogiel, c'est l'occasion de revoir les plus grands fous rires qui ont immortalisé ses plateaux. Qui a volé l'orange du marchand. C'est pas moi! Par solidarité pour ce moment des oranges, Marco peut me demander des choses, des moments que c'est pas des talk shows. Ça fait partie des grands moments de télévision. On s'est quand même bien marré. On s'est quand même bien marré. La télé de Fogiel, c'est aussi un retour sur de très beaux moments d'émotion. Marine, tu sais, ce soir, ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle. À 93 ans, comment vous faites pour avoir cette énergie? Grâce à des témoignages et des images d'archives exceptionnelles, revivez toute la télé de Marc-Olivier Fogiel. Fermez les yeux, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer sur le plateau, donc je veux pas que vous les voyiez. Avant, allez, ouvrez-les. Je lui ai dit, vu ton caractère, vu l'émission, tu devrais appeler ça, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et il ne m'a jamais envoyé un petit bouquet de roses, hein, pour ça, vous vous rendez compte? Bonsoir, bienvenue en direct sur France 3, sur le plateau d'On peut pas plaire à tout le monde. Bonsoir Ariane. Je me souviens qu'on était tous un petit peu curieux de tiens, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que vous êtes quelqu'un de complexé? Vous avez été anorexique, enfin une petite... Mais j'ai pas été anorexique. J'ai pas été anorexique du tout. Pendant un mois, j'ai mangé de la salade. Comment on est, quand on Moi, est j'ai un peu pas l'air complexé d'une étant plus jeune, comment on peut aller sous les photographes Mais j'ai jamais été complexée, faut arrêter. C'est Quand vous j'ai qui êtes commencé à avoir complexée. des Regardez, seins, vous transpirez là. C'est chaud, hein? On ne savait jamais vraiment
comment allait se terminer une interview, comment l'alchimie allait fonctionner entre les invités. Et puis surtout, Marc-Olivier, il n'hésitait pas à poser des questions qui fâchent. Donc comment est-ce que ça allait être amorti par son invité? C'était aussi des questions qui restaient sans réponse jusqu'au moment clé. Si Marco est gentil avec les gens, si « Ah, bonjour, formidable, votre film, il est formidable, combien d'entrées vous avez fait? Alors, il était sympa, machin, sur le tournage. » Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous n'avez pas envie de donner à la télévision un truc parce que vous n'êtes pas payé et que c'est ça quand même. Il y a un côté. Allez-y là-dessus. On vous donne la possibilité de parler. Je suis ici, je ne suis pas payée. Je ne suis pas payée pour animer une émission, d'accord? Bon, tout travail mérite salaire, nous sommes d'accord. Bon, à partir du moment où je ne suis pas payée pour ça, donc je ne viens pas pour ça. Je viens. Mais vous ne venez pas animer, vous venez répondre à des questions. C'est extraordinaire, les médias quand même. Hein. Mais vous connaissez les médias depuis le temps, non? Ben oui, justement. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? C'est ce genre de truc. Aïe. Je vais m'achever. Aïe. C'est comme vous voulez, hein. Bon, bah alors, bonsoir. Et... Merci, Anémone. Il faudrait rouvrir le rideau. Non, là, si on vous aide pas, on va le rouvrir. Non, là, voilà. Merci beaucoup. Cette émission ne peut pas plaire à tout le monde. C'était une émission un peu corrida, où on savait qu'on rentrait dans l'arène et on savait pas trop où on allait. Alors... Je ne suis pas Michael Youn. Bon. Je suis Frottman, le héros qui se frotte. C'était l'époque où Michael Youn était foufou, il était connu pour ça, il était très jeune, il a beaucoup de talent. Je pense qu'à l'époque, il voulait tellement impressionner et faire le buzz. Je m'en fous de tes questions, je viens avec mes réponses. C'est formidable. Moi, ce qui m'intéresse quand même de savoir, c'est quand... Je suis Frottman, le héros qui se frotte. Roger le regarde, pas de problème. Et puis, c'est un truc horrible, c'est-à-dire quand un humoriste essaie d'être drôle, plutôt que de dire « Oh là là, on a rigolé », de dire « C'est bon, vous avez fini ?» Bon, on peut vous rasseoir. Je me suis rhabillé parce que... Il y en a un autre dessous, pas? Je me suis rhabillé parce que je sens que je suis pas venu pour me marrer, que je suis plus venu pour me justifier. Non, juste pour Donc parler... voilà, c'est mon costume de justification. Juste pour parler, Michael, pas justifier, juste pour parler. Non, je crois pas. Oh si, je vous promets. Ça me saoule. Mais qu'est-ce qui vous saoule, Michael? Mais c'est vous qui me saoulez. Bah, je suis désolé de vous saouler, mais je vous pose des questions qui sont absolument neutres. Ouais, non, mais je sais pas. Moi, en tout cas, l'erreur, c'est moi, en fait. Je devrais pas venir dans votre je sais émission. pas, peut-être, mais... Vexé à mort. C'est quasiment si on lui a pas dit « C'est bon, t'as fait ton petit numéro, on peut commencer l'interview ?» Tellement vexé que là, il se lève et il quitte le plateau. Ce que fait Marco, c'est un jeu, tu comprends ça. Ouais, ce que tu faisais là tout à l'heure avec ta cape, c'est un jeu. Tout le monde s'amuse, comme dit notre ami Sébastien. Continue le jeu. Non, mais continue le jeu. C'est un jeu, c'est un théâtre de guignol. Tu vois pas quand il y a dans un théâtre de guignol. Excusez-moi, moi je débute dans ce milieu, je suis pas aussi con que vous, excusez-moi. Ouais, mais on a bossé pour être con, tu sais. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand on avant l'émission. Psychodrame, mais c'est d'un coup, un truc énorme, juste sur une question à Michael Youn. Ah putain, mais vas-y, allez, ça me... Allez, Michael. Ça fait 100 ans, Michael Youn, ça fait... Le temps que Michael revienne... Ça fait en un week-end, ça fait 100 ans, Michael Youn. Mais sur rien, quoi. Sur rien, c'est un peu con, mais bon. Il va revenir. Il revient, il s'énerve, manque de bol. Michel Field lui dit plus ou moins « Écoute, t'es mignon, mon grand, on fait une interview, on fait une émission qui est intelligente. Alors, le petit caprice d'un môme de 30 ans qui a fait un truc sur M6, voilà, t'es gentil, mais bon. » C'est Michel Field, mais d'où tu te permets d'intervenir pour me dire « Ah, c'est quoi un psychodrame ?» Je le prends comme je veux. Parce qu'il y a quelque chose d'assez grotesque dans cet échange. Toi aussi, t'es grotesque, excuse-moi. T'es grotesque aussi. Attends, c'est bon. Moi, je viens pour m'amuser, j'ai envie de dire ça. Ok, je me sens agressé. Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Je trouve excessif ces réactions-là. Voilà, c'est tout. Je te le dis. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Moi, il faudra me sous-titrer l'émission quand elle va repasser parce que je comprends rien de ce qui se passe. Je n'ai rien compris de ce qui se passe. Je pense que sa marque de fabrique, c'est l'implication. Moi, ça, je le vis tous les jours, puisque on travaille tous les jours ensemble. Je n'ai jamais vu un qui se donne autant de mal en permanence, surtout. Marco, il a toujours eu la haine de la langue de bois. Ou on traite la question, ou on la traite pas. Marc-Olivier, c'est quelqu'un qui pratique une interview vive, syncopée, dans laquelle il attend une réponse. Je sais que Bouvard n'aimait pas Marco. Il ne pouvait pas ne pas parler à Philippe Bouvard, qui était là à l'occasion de son retour à RTL. Il ne pouvait pas ne pas lui parler de son éviction d'RTL. Très brièvement, en quoi la décision d'RTL de se séparer de vous après vous avoir reconduit votre contrat d'année en année était-elle si indécente? J'ai jamais dit que c'était indécent, c'est vous qui le dites. Bah, on a compris ça en tout cas, et tout le monde, on n'est pas le seul. Mais non, attendez. Il se foutait d'être sympa ou pas.
C'était pas le sujet. Alors écoutez, si c'est vraiment pour... vous savez bien pourquoi vous êtes là, Philippe Bouvard, pour parler mais de la fin des grosses têtes et du retour des grosses têtes. Attendez, j'ai beaucoup hésité à accepter votre invitation. Vous êtes en train de m'expliquer que j'y ai rien compris, que c'est vous qui êtes dans le vrai. Je vous dis, je ne parle pas du passé, c'est tout, quoi. Ah bon? C'est fini, pour moi, le passé est mort. Parce que vous en avez trop fait sur le passé. Je parle de l'avenir des nouvelles grosses têtes. Quand la lumière s'allume, c'est un lion, il est là, il est en place. Vous n'avez jamais eu de remords? De remords? Vous en avez, vous, après ce type d'interview, des remords? Pas du tout, parce que j'ai l'impression de poser des questions légitimes. Je vois bien que vous ne voulez pas y répondre, mais comme je pose des questions elles ne sont légitimes... pas aussi légitimes que vos questions? Non, parce que je vais vraiment au forceps. Vous allez pas me prouver que vous connaissez mon dossier mieux que moi, non? Le dossier d'RTL, je pense l'avoir écouté, lu, tout ça, et ça me semble des questions légitimes. Écoutez, si vous voulez me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire, il vaut mieux que je m'en aille. Le premier souci de Marco, c'est d'être dans une rigueur journalistique. Voilà. Lui, c'était ça, son truc. C'était de pas se faire entourlouper par ses invités. Il fallait qu'au sortir de ses interviews, le téléspectateur en ait pour son argent. Mais pas tant pour son argent de spectacle, pour son argent d'info, de vérité, de sincérité, d'honnêteté. Vous êtes copains, finalement? Très. Qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit? Ça et lui, c'est comme le dentiste, c'est bon quand ça s'arrête. Mais alors c'est bon pour très longtemps après. Philippe, qu'est-ce que vous avez envie de dire que vous n'avez pas dit quand même? Non, c'est fini. Fini? C'est fini, il faut quand même. Il n'est si bonne compagnie qu'il ne se quitte. Impeccable. Je fais mon lancement. C'était quand même Bouvard. Eh ben Bouvard, tout Bouvard qu'il est, avec sa répartie, ses phrases, je pense que Bouvard peut écraser tout le monde dans une interview. Il s'est agacé parce qu'à la fin, face à Marc-Olivier, sur le ring, il avait perdu et il le savait, quoi. Au revoir, Philippe. Je me souviens très bien, je regardais l'émission et quand ça s'est passé, je me suis dit aïe aïe aïe. Parce que je connaissais un peu Philippe Bouvard et le personnage, je savais que ce moment-là, il ne le digérait pas et qu'il ne le digérerait jamais. C'est l'épisode Philippe Bouvard qui a fait décoller un peu l'émission en termes d'audience. Ah, il s'est passé un truc le vendredi soir, il devait être 1h du matin. Et voilà, et je crois que c'est parti comme ça, quoi. Vous avez vu mon film, le Oui, j'ai dernier? vu votre film. Moi, j'étais... Comment vous dire? l'avez pas aimé? Si. Mais là, vous avez peur de vous mettre les critiques, encore une fois. Mais je m'en fous des critiques, si vous saviez. Vous allez dans le sens du poil. Mais si vous saviez ce qu'on s'en fout des critiques... Mais il y a un peu de courage. Mais je vous le dis. Il ne faut pas refuser son plaisir. Si vous, les gens qui sortent de mes films et qui aiment... Mais alors, mais pourquoi voulez-vous qu'on rejette son plaisir? Comme si c'était pas bien d'aimer les films de Lelouch. Non mais attendez, moi je vous parle sur le ton sur lequel vous me parlez. Mais non, mais pourquoi? Mais j'essaie de vous comprendre. C'est vrai que Marco avait cette réputation d'être un peu mordant. Moi, on m'appelait le Roquet aussi, mais moins que lui. Parce que moi je suis un peu plus aboyeur et que lui probablement il y a un sourire ou derrière il y a des incisives un peu plus coupantes. Il y en a un qui s'est invité tout seul, on est aussi content qu'il soit là, c'est Florent Pagny, il a appelé cette semaine, il a dit « Guy Carly a dit des trucs pas super sympas sur moi, j'aimerais pouvoir m'expliquer avec lui ». Florent Pagny, bonsoir Marco. Alors, on y va. Alors Florent, on raconte un peu les coulisses de l'émission, si vous voulez bien ce soir. Voilà, Florent a entendu Guy dire 2-3 trucs sur lui. Non, j'ai pas entendu, j'ai juste lu. Quand à un moment, j'ouvre quand même quelques magazines qui me permettent d'avoir quelques points de repère concernant mon métier, mon milieu et puis les gens qui l'entourent. Et là, bon, d'un seul coup, je vois un titre. Je vois un titre qui marque « Il faut être un enculé comme Florent Pagny pour pas payer ses impôts ». Et là, tu fais « Mais non, mais t'es stupide !» Et là, tu lis « Excuse-moi, il a dit à 2 millions de personnes. Excuse-moi, mais c'est pas grave. » On a l'impression que ce problème d'impôt, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que les Guignols, c'est pareil. Mais non, la preuve que non. Mais arrête de dire des conneries. J'en ai rien à foutre d'histoire d'impôt. Ce que je supporte pas, c'est de me faire traiter d'enculé. C'est tout, c'est juste ça. Mais je suis désolé, il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui aiment pas. C'est juste ça, c'est faire traiter d'enculé. Cette émission ne reposait que sur sa personnalité à lui. Personne d'autre n'aurait pu faire cette émission. Moi, j'aimais le regarder. J'aimais ça parce que je trouvais qu'il apportait un ton qu'il n'y avait pas vraiment à la télé à ce moment-là. C'est-à-dire que soit vous aviez des choses très lénifiantes, très consensuelles, très connivantes. Bon, c'était pas, moi, ça m'intéressait pas forcément. Je cherchais plutôt la transgression, la disruption, le côté mordant. Et lui, il représentait ça. Moi, j'écoute pas ce que tu dis. Non, mais je sais, ça se voit. C'est là que vous êtes limite en train de vous endormir. Vous inquiétez pas, on va parler de vous. Allez, mettez-vous là-bas. Je savais qu'il fallait pas que je vienne. Mettez-vous dans le public. Daniel, je sais que ça vous intéresse qu'on parle de vous, mais non, mais ce qui mettez-vous ne dans le public. m'intéresse pas, si tu veux, C'est c'est qu'on qu'on parle ne de parle Jane. pas de moi. On s'aperçoit dans les talk-shows, le personnage cardinal, c'est l'animateur. C'est très difficile pour un invité de prendre le pouvoir sur le plateau d'un talk-show par rapport à l'animateur. Il est toujours perdant. Et même avec sa grande gueule, Prévost, il était perdant. Fabrice Eboué. Salut Fabrice. Salut Marco. Ça va? Ouais, écoute.
Fabrice Eboué, c'est vraiment quelqu'un qui a grandi avec cette émission, ensuite qu'il a mis sur le fameux perchoir où il faisait des interventions un petit peu comme il voulait. Les amputés, ils ont ce qu'on appelle le syndrome du membre manquant. Le membre fantôme. Vous le ressentez, ça? J'ai eu le membre fantôme. Et avec les mains, maintenant, c'est... Et avec les mains, non. L'invité, c'était le premier greffé des mains, qui était venu, là aussi on parlait de l'actualité, Fogiel l'avait invité pour parler de ça, et c'était le premier greffé des mains, c'était donc une actualité plutôt positive, très positive même, très belle, et Marc-Olivier, voilà, et évidemment Fabrice Eboué fait une blague, je ne sais plus quelle blague exacte, sur les mains de l'invité. La bague, c'est à vous, elle était déjà sur la main, quand vous l'avez? Ouais, ça c'est Marie, ma bague de mariage. Alors... Chez Eboué, il y a du Baffy un peu, que j'adore, c'est-à-dire que c'est toujours sortir la phrase qui va faire rire parce qu'elle choque. Oh là là. Et Faudel lève les yeux au ciel, genre « Waouh, je suis hyper choqué ». Et du coup, ça énerve Eboué, en vrai, que Faudel n'apprécie pas sa blague, qu'il soit choqué, et il le dit à l'antenne. Je tiens juste parce que je vois que Faudel tire une tête depuis tout à l'heure. On parle d'un monsieur qui est miraculé. Je pense que c'est un moment qui est jovial, qui est un moment qui est beau. Et ne joue pas la carte abattue depuis tout à l'heure, genre, je vois, tu tires une tête, tu fais... Ça le touche, c'est un moment qui est très beau. Bon, chacun réagit à sa façon. Mais je pense pas que l'humour, je pense que l'humour est plaçable à tous les moments et que tu as tort de réagir comme ça. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, la suite est dans le livre, Denis. La suite est dans le livre, et notamment vos déboires sentimentaux. C'est une posture, tu la connais aussi bien que moi. C'est tout simplement, ça me touche, c'est tout. Voilà. Je te parle juste de la tête que tu as fait quand j'ai fait la blague, mais tu sais très bien de quoi je veux parler. C'est quelqu'un qui bosse de semaine en semaine pour faire en sorte que les audiences s'améliorent. Notre objectif, ça a jamais, le premier, ça n'a jamais été de faire des clashs, du buzz. On a envie que les gens qu'on reçoit soient contents. On fait un prime Delon, la chaîne, on avait fait des caisses, les bandes annonces, je me souviens, c'était un combat de boxe, Delon contre Fogiel, enfin, il y avait de la mousse autour de ça. Hein. Il allait y avoir de la chic et du mollard. Au final, l'émission s'était plutôt bien passée. Marco et Delon s'étaient adorés. Et alors moi, il fallait que je fasse le portrait de Delon. Continuez, cher Stéphane. Alexis, ça va lui faire plaisir. Allez-y, Jean-Paul. Je vous présente Jean-Paul. Allez-y. Vous, votre truc, vous êtes une sorte de mélange entre Pierre Cardin et les camelots qui nous refilent tout et n'importe quoi devant les Galeries Lafayette. Ouais. Dans 90 pays, on peut trouver du vin, du champagne, des cigarettes, de la maroquinerie, des parfums, des lunettes, des vêtements. Je crois même qu'il y a du foie gras. Et tout ça sous un slogan publicitaire assez prometteur qui nous dit « Alain Delon, c'est l'élégance de l'homme moderne ». Et donc, j'ai fait un truc un peu humiliant pour lui, Alain Delon. Entendons-nous bien, Alain, loin de moi l'idée d'insinuer l'idée que vous faites ça que pour le pognon, sans aucun souci de qualité. Oui. D'ailleurs, sur votre site internet, vous précisez « Veillez personnellement à la cohérence qualitative de votre griffe ». C'est la vérité. Moi, je vous crois de bonne foi. Je vous propose donc un petit test de reconnaissance de vos propres produits par rapport à d'autres. Allez-y. Des lunettes pour commencer. Ça me va bien, là? Ça, oui. Quoi, ça, c'est à vous? Bah oui, j'en sais rien, ça, c'est à moi, vous voyez. Oui, non, mais c'est parce qu'on vous demande. Delon, naturellement, adorait Marco et a dû faire 4-5 plateaux dont il ne peut pas plaire. Alors, les parfums, je vous fais passer 3 Là, parfums. les parfums, normalement, vous devriez reconnaître le vôtre, Alain. Mais qu'est-ce qu'ils veulent prouver, là, avec leurs conneries alors Non, et Mireille, vous l'aidez pas. C'est à vous, ça? Là, il y a le temps d'aimer et Samouraï, peut-être. Ça, non. Ça serait drôle que vous jetiez le vôtre. Alors, votre parfum, c'est lequel? C'est lequel? C'est lequel? Mais non, ça peut pas là-dessus. Mais si, c'est comme ça qu'on teste le parfum, là. Le temps d'aimer, c'est un vieux parfum qui... Non, mais c'est lequel? Donnez le numéro, il y a des numéros dessus. Numéro 2. Perdu. Non, c'est le 3, pardon. Non, je m'en fous, c'est le 20. Bon, allez, Allez, le champagne pour finir. Arrêtez vos conneries, vous le buvez, vous. Mais je marche pas dans... Non, mais attendez. Alain, le champagne, Alain Delon, quand même, il faut pas... Non, mais vous ne ferez pas faire des conneries comme ça. Expliquez-moi tout ça pour arriver à quoi et pour dire quoi? Pour montrer que vous êtes de bonne foi et que vous avez le souci de qualité de vos produits et que vous savez les reconnaître parmi 1000 autres. Mais personne ne peut repérer un produit parmi l'autre. Il faut être... Allez, Alain. Non, je n'en veux pas. Non. Bon. Et là encore, qualité de Marco, il assume tout. Il assume tout. Ce truc sur Delon, qui était un peu bord cadre, avec un Delon pas content, il assume, il te couvre, il est là pour toi. J'avais très souvent à l'esprit de se dire, mais pourquoi ces gens viennent? Vous parlez de votre univers musical, de votre parcours, d'un Joey Star qui a l'air en pleine forme ce soir. Et on va d'abord... Il m'emmerde. Ça commence bien, j'ai encore rien dit, moi. Vous êtes plus près de Laurie que de Nirvana, quand même. Je dirais que... Alors, vous allez voir que Brigitte Fontaine, sous ses côtés vachement sympas, vachement drôles et tout, en fait, est une teigne. T'encules. Et en même temps, il se passait vraiment un truc. Donc, moi, j'étais toujours un peu entre les deux. Ça commençait bien, ça finissait très mal. Ça commençait très mal, ça s'arrangeait pas. Et c'était toujours Marco qui ne lâchait pas l'affaire. C'est quelqu'un qui a énormément de profondeur et de bienveillance.
Mais dans le travail, il y a une forme schizophrénique de Jekyll and Mr. Hyde. Et j'avoue qu'il est assez Mr. Hyde dans le travail, tellement il est rigoureux. Bon, Khaled, à propos d'abus, vous avez quand même défrayé la chronique à 2 reprises. Vous savez bien que je vais vous en parler également ce soir. Il n'y a pas d'intention de nuire de sa part. Il y a simplement l'intention d'essayer de tirer le meilleur voilà, et puis d'avoir une forme de vérité, et puis de faire un show, de faire du spectacle. Voilà. Donc, il sait très bien le faire. Donc, pour le gars qui est en face, c'est pas facile. Il paraît que votre femme a porté plainte pour coups et blessures. Enfin, il paraît pas, c'est une réalité. Et vous avez été également condamné pour abandon de famille. C'est quoi? C'est le côté macho méditerranéen, un peu un problème avec les femmes? Je pense qu'il aime bien châtier bien. Oh non, ça... ouais, mais... C'est pour rire. Non, c'est pour rire. Là, à ce point-là, franchement, c'est pas drôle, quoi. Parce que, je pense qu'actuellement, quand on voit le journalisme, qu'est-ce qu'ils écrivent comme conneries? Non, mais là, c'est pas le journaliste, c'est la justice, ça, Khaled. Hein. Mais la réalité, vous plaidez coupable. Quand on juge quelqu'un qui n'est pas là, excusez-moi, quand on juge quelqu'un qui n'est pas là, et on peut se défendre quand même. Là, je suis en train de défendre. Mais est-ce que vous plaidez coupable? Est-ce que vous plaidez coupable? Ah non, pas du tout. Là, vous plaidez pas coupable là-dessus, juste, vous l'avez un peu castagné, quoi. Pas castagné, elle n'était pas morte, excusez-moi. Bah, c'est elle qui a porté plainte, c'est pas moi, Khaled. C'est quand même à pied. Oui, mais c'est elle qui a porté plainte, c'est pas moi. Elle était enceinte, quand même. Elle était enceinte. Marco ne pose pas de questions difficiles. Il pose que des questions faciles, mais il attend une réponse directe. Et le monde est voilé et masqué. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, oui, mon Dieu, non, mon Dieu, peut-être. On est venu pour faire la promo d'un disque et je vois Non, on est venu parce qu'on a dit qu'on parlerait du disque, mais qu'on parlerait de Khaled. Je sais pas. Bon, continuez, vous verrez. Merci. Vous voulez faire de l'audimat, allez-y, mais... Non, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Très souvent, quand on se baladait avec Marco, les gens nous disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que vous lui avez mis à machin ?» Donc, ça faisait partie du jeu. J'ai vécu des moments difficiles en régie, parfois. Il avait un côté flic. Vraiment, vraiment, j'avais ce sentiment. Et à la télévision, parfois, c'est très payant d'être agaçant. Il y a des gens qui vous regardent uniquement parce que vous les agacez. Et Marco savait très bien ce qu'il faisait dans ces moments-là. Et puis, c'est comme ça aussi que l'émission a eu aussi son succès. Quand on est journaliste, il faut savoir interroger aussi bien Evangélie que, effectivement, Nicolas Sarkozy ou un autre. Et oui, Marc-Olivier Fogiel fait les deux, et il le fait très très bien. Alors, on en avait eu une sorte de Nabila, nous, à l'époque, c'était Affida Turner. Leslie, on a beaucoup dit que le casting du Loft, il était caricatural. Est-ce que vous avez l'impression d'être une caricature? Caricature, c'est un bien grand mot. Non, on est tous des caricatures. Vous-même, vous êtes devenue une énorme caricature. Il n'y a pas de frontière. Il peut interviewer une star déchue ou quelqu'un de la télé-réalité. Et j'aime bien ce côté sans ornière. Est-ce que vous estimez être un peu caricatural? Pas dans le Loft, pas dans ce qu'on a montré de vous. Je suis pas caricaturale. Je suis une jeune fille de 24 ans avec énormément d'ambition, qui a un énorme cursus, même si j'ai que 7 ans et que c'est rien, parce qu'il y en a plein, ça fait 15 ans. Et les gens, ils vous regardent comme ça. 24 ans, qui a 7 ans, 15 ans, c'est... Il y a trop de chiffres pour moi, là. À cette heure-là, à 1h du matin, vous avez compris, Michel? Effectivement, t'as pas fait... L'ENA, non? Non, pas l'ENA, parce que c'est les mathématiques. Je me souviens d'un truc que j'avais fait dans ma chronique, en gros, en lui disant que ce qui devait être génial avec elle, c'était de jouer au Scrabble, parce qu'on était sûr de gagner. Bonsoir, mademoiselle. La dernière fois que j'ai parlé d'un livre sur ce plateau, c'était celui du footballeur Franck Leboeuf. Ce soir, je vais parler du vôtre. Autrement dit, je suis abonné à la grande littérature. Bon, il y avait tout un tas de petites vannes comme ça qu'elle avait hyper mal pris, et à un moment donné, elle était sortie de ses gonds. Et toi, t'as écrit quoi exactement à 23 ans? Mais rien, mais justement... Bon, alors. mais quelques lignes sur un papier. Mais t'as écrit quoi, toi, à 23 ans, au fond d'une chambre de bonne, 7e étage, sans rien bouffer, sans rien, t'as écrit quoi? Mais il fallait le garder pour vous, peut-être. J'allais y venir. Continue ton histoire. J'allais y venir. Ne compare pas ce qui est pas comparable, Coco, parce qu'on n'a pas le même cursus. Je t'écoute. J'allais y venir. Donc, j'ai ravalé mon fou rire dès les premières pages. Alors, ravale-le très bien. Voilà, je... Ok, attention. Non, mais pas attention. Puisque, effectivement... Moi, il y a un truc qui m'amusait toujours dans On ne peut pas plaire à tout le monde, que je guettais, c'est que comme Marco était une personnalité forte, il y a des invités avec de la personnalité forte, et on sentait qu'il venait là pour se faire Marco. On s'est quand même bien marré. On s'est quand même bien marré. L'audience était là. Et les gens regardaient parce qu'il se passait toujours quelque chose. Si vous fait chier, vous m'appelez. I find him funny already. Moi, je trouve qu'il est déjà drôle comme ça, hein. L'émission mythique pour moi, parce que ça a été vraiment une bascule dans l'histoire d'ONPP, c'est l'émission avec Nicolas Sarkozy et Christine Bravo. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'émissions de télévision.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous vous destinez à sans doute partir pour l'élection présidentielle, il faut essayer de toucher le maximum de public. Oui, on peut continuer notre conversation. C'est possible. Ici, c'est en direct, hein, Christine, vous êtes au courant. Ça s'enlève pas au montage. C'était, mais l'apothéose, c'est parti dans tous les sens. On était arrivés et c'était très long. On avait attendu des heures et des heures pour passer. Et puis, au bout d'un moment, Christine était en forme, mais vraiment en forme. Et puis, il y avait une invitée qui était venue présenter un livre un peu érotique. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais les voir rire me fait rire. Il est désopilant. Et à ce moment-là, Christine et Nicolas se sont retrouvés face à face en éclatant de rire. Et ça a duré très longtemps, parce qu'il n'y avait pas de pause pub. Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté pour Je reviendrai avec quelqu'un d'autre la prochaine fois. C'est dégueulasse. Nick. Ce soir-là, aux côtés de Christine Bravo, qui l'appelait Nick, qui lui tapait sur l'épaule, c'était un moment surréaliste. Ça a changé son image. Et on a vu un tournant dans le parcours politique de Nicolas Sarkozy. Et ça s'est fait en partie sur le plateau de Marc Olivier. Delphine, vous faites rire. Excusez-moi. Nous sommes très présents, nous sommes très présents. Pardon Delphine, ça n'a rien à voir avec vous. C'est gentil Christine. J'ai souvenir évidemment avec Fabrice Lucchini qui faisait l'émission à lui tout seul. Il y a un moment de télévision que je suis obligé de reconnaître comme un peu incompréhensible pour moi et qui a été étonnant, c'est l'orange. Où est passé l'orange du marchand? C'est pas moi! C'est pas moi! Vous aimez ça, hein, quand on était enfant? Qui a volé l'orange du marchand? À qui a volé l'orange du marchand? C'est pas moi! Il fait comme ça! C'est pas moi! C'était génial, on aurait dit Ray Charles, c'est un espèce de Joe Cooker mélangé à Ray Charles. C'est pas moi! C'est génial comme réplique, non? Et il a eu le talent de me laisser partir sur un commentaire hallucinant de l'orange. Qui a volé l'orange du marchand? C'est pas moi! C'est pas moi! C'est génial, non? C'est pas moi! C'est pas moi! Qui a volé l'orange du marchand? Oh non, mais Fabrice, c'est dégueulasse de faire ça parce que comment voulez-vous qu'on vous pose des questions après? Bah non, mais on est... Au moins... C'est le tout début, il me semble, d'ONPP. C'est vraiment les démarrages. Quand on démarre une nouvelle émission, on cherche toujours un peu. Et Lucchini a ce truc absolument démentiel, cette faculté démentielle, de pouvoir faire un show à lui tout seul. Juste, vous lui lancez des petites billes et ça part en vrille. Et je disais, finalement, il n'y a rien de plus angoissant que la pénétration. Voilà, si tu veux mon avis. Et pourquoi? Non, parce que là, c'est pourquoi ça? Bah, c'est quand même mieux, un truc à la XVIIe siècle, Renaissance, un petit patin. Tu flirtes un peu le début du sein. Tu vois, tu touches un tout petit peu, tu regardes la forme dans le jean, tu prends la main, tu peux les glisser main peut-être à un moment. À travers le pantalon, pas obligé de plonger dedans, tu vois. C'est pas utile pour être là. Mais vous êtes vraiment obsédé sexuel. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te montrer. Je me souviens que c'est le premier moment dans ONPP où on s'est dit qu'il se passait quelque chose. Ariane, allez-y. Ah non, mais je peux pas aller plus loin. Mais il y a quelque chose de tellement doux dans le fut. Si nous deux, on se déshabille, c'est déjà plus triste, tu vois. Entre vous deux, vous voulez moi, dire? non, mais regarde comme elle est désirable, là, le pantalon bien serré. Faut rester avec le fut, caresser à travers le pantalon. J'ai une nouvelle technique à proposer. Le sexe sans aucune volonté violente de pénétrer. J'avais l'impression, en fait, d'être au spectacle. C'est-à-dire qu'on ne recevait pas un invité, j'étais au spectacle. La cliente était là et on voyait le coiffeur qui disait « Tu finis la nuque, là, s'il te plaît, pardon, descends par là. Tu fais tout ça. » Fabrice, tu coupes par là et... Quoi? Enfin, j'en ai assez qu'on m'interrompt, tu me fais chier. Bon, alors tu prends toute la mèche comme ça, et puis je voudrais qu'il y ait une épaisseur, là, tu vois. Et puis je voudrais que ça passe très très là, tu vois. Que ça aille dans son corps, parce que c'est une femme sensuelle. J'en ai marre. Le danger, c'est que ça te donne une image de toi extrêmement excessive, hystérique, absolument pas la vérité. Mais c'est le jeu de ce qu'on appelle la représentation, l'obligation de faire un spectacle. Attention, 1, 2, 3. Être femme en 80, être femme au bout des seins et réussir l'amalgame de l'autorité du charme. Être femme en... On avait une très grande liberté. Le vendredi à 23h30, en direct, sur France 3, on avait une liberté qui n'existe plus aujourd'hui. C'est une télé qui n'existera plus.
C'est une télé, et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est une télé que je ferai plus. C'est une page qui est tournée par solidarité pour ce moment. Marco peut me demander des choses, des moments que c'est pas des talk shows. Ariane? C'est plus mon genre en ce moment, j'aime bien les meufs 45, 50. Elle a 35 ans. Oh la vache! C'est énorme, Alexis, on enchaîne. On enchaîne. Oh la vache. Oh, je sais plus de quoi dire. C'est terrible. Alors, je l'ai regardée, peut-être elle était mal maquillée ou il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai pensé qu'elle avait plus que l'âge qu'elle faisait. Enchaîne, là, enchaîne. Alex. On a bafoué la République cette semaine, je sais. Je vais enlever ce pull, là, c'est pas possible. Allez, enchaîne, Alex. Je voulais lui plaire en lui disant que malgré son âge élevé, et qu'elle avait des chances, beaucoup de chances même, avec moi. Ah, il faut se souvenir qu'il y a eu Doc Gynéco, quand même, dans On ne peut pas plaire à tout le monde, comme chroniqueur. Il venait faire une sorte de lettre A à un des invités. Chère Evangélie, j'ai une confession à vous faire. À te faire plutôt, car je maîtrise mal le vouvoiement. Voilà, je te kiffe, mais je ne te connais pas. Imagine. T'as des chances ce soir, je crois, Bruno. Ouais. Non, pas avec Ariane, Bruno. Avec Evangélie. J'ai senti que Marco me prenait sous son aile. Alors je me suis senti à l'aise. Ève, toi qui hésites entre vierge folle et vierge sage... J'ai lu ça aussi, ouais, j'ai lu ça. C'était l'astrologie, hein. Oui, on a bien compris, bien sage. sûr. On vous le souhaite. Viens avec moi explorer ta double personnalité. Moi, je te sacrène de mes nuits les plus torrides et pour toi, je jouerai le rôle d'Adam dans un paradis artificiel dont nous serons les seuls habitants. Wow. Je sais. C'est de la poésie, ça. Sérieux, c'est beau. Il m'a seulement dit, on se revoit la semaine prochaine. Et moi, je lui ai seulement dit, oui. Assez vite, on a amené des gars comme Doc Gynéco, voilà, qui étaient un peu ovniesques. Ça marche, Bruno, ça marche, je te le dis, moi. Il y croyait pas lui-même. Ah oui. Ah, c'est très joli. Des grands moments dont On ne peut pas plaire à tout le monde, il y en a énormément. Alors, comme ça, spontanément, effectivement, Valérie Lemercier et Rocco Siffredi. Moi, du 11 au 15, je suis à Prague à tourner un film. Si vous voulez venir ou... Non, elle a... Pour changer l'ambiance, venez avec moi, on va s'amuser un peu plus. Allez, je me fais tripotaille, moi. Voilà une rencontre assez inédite avec Lemercier qui entonne Balibalo bandait déjà comme un taureau pour essayer de prendre un petit peu de distance avec les propos très crus de Rocco Siffredi. La classe, Lemercier. Vous dites que votre intérêt pour le sexe vient aussi de votre grand-père, de votre père? C'est une famille, c'est une génération. Mais ça continue avec mon fils, parce que lui aussi, il a 5 ans et demi. Ça va beaucoup mieux chez les Siffredi. Déjà, il est très attiré par les femmes. Votre grand-père, il était quand même particulier. Bélibélo dans son berceau, bandait déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu n'as plus gros que ton père. Ah oui, vraiment. Bélibélo. Non, alors, c'est pas Bélibélo, c'est Bébé Rocco est un salaud. On s'est dit, finalement, on peut marier ces deux mondes-là, qui normalement ne se rencontrent pas, et faire une émission qui se tient et qui est drôle et où il se passe quelque chose. C'était très important. C'était de faire en sorte qu'autour de la table, il y ait des profils ultra différents. Que justement les politiques soient confrontés à des animateurs télé, à des sportifs, à des stars de la chanson. Ça, c'était justement l'un de ses secrets. Ouais. C'est moins commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de baie. Nitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable, qu'est diable, me tire par les pieds. Ouais. Ça me chatouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Mais monsieur le ministre, je fais des bêtises derrière l'église, je me promène à pécher. Je me pardonne, je suis la bonne du curé. Le mélange des genres, c'est pas quelque chose qu'a priori j'adore. Mais arriver à faire chanter Dominique Perben avec Annie Cordy, il faut au minimum un génie. Allez, tata yo-yo. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau?
j'aime bien. Oui, moi j'aime ça. Quand ça fait des comme le samba. Il paraît que les misons sont très suivis dans les prisons parce que c'est plutôt divertissant. Et quand ils doivent voir leur ministre sur Tata Yo-Yo, Non, mais ils doivent bien se marrer quand même. Mais on peut avoir de l'humour et être ministre. J'espère aussi. Il vaut mieux. Non, mais vous n'avez pas cette image-là, on va y venir tout à l'heure. Vous avez une image super austère. Bah, vous connaissez- c'est-à-dire que quand il va visiter les prisons, il chante pas Tata Yo-Yo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, peut-être qu'on ne sait pas, on n'est pas là, mais. Non. Je confirme. Vous confirmez. Très bien. Moi, je me souviens, alors, je parle comme vous, hein, comme téléspectateur, je regardais l'émission. C'était sur M6, hein, c'était plus sur France 3. T'empêches tout le monde de dormir. Il y avait dans le public une fille qui avait une rire que j'essayais même pas d'imiter, qui était totalement impossible. Qui a ce rire-là dans le public, là? C'est La Dame Rose. c'est la dame en rose. Ah, Dominique avait le rire comme ça, un peu d'otarie, très 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 élevé. Non, mais j'ai pas de rire d'autorité. Non, c'est pas possible. Il a un fou, mais vraiment le fou rire, quoi, qui a duré, il s'en sortait pas. Parce qu'en plus, la fille se remet à rire tout le temps. Venez avec nous à table, venez avec nous à table. Venez avec nous. Allez, venez. On va vous emmener. Venez. Assieds-toi. Bonsoir. C'est le... Ça va aller? Promis juré. Et en même temps, c'est le meilleur moyen de la neutraliser. Hein. Ça fait partie des grands moments de télévision. Pourquoi? Parce que c'est des disruptions, parce que c'est des trucs qui sont plus contrôlés, c'est des choses qui sont... c'est ça la télé. On a perdu Marco. Dominique, tu veux pas me remplacer? Elisabeth, viens me remplacer. Mais non, mais faut lancer la pub, Marco, non? Je sais pas. Ah non, on va pas lancer la pub maintenant, ça serait dommage. Il y a des dizaines de gens qui travaillent sur une émission de télévision, et puis tout d'un coup, quand ça dérape, c'est des moments dont on se souvient, évidemment, parce qu'on est habitué à ce que tout soit produit. Et vous faites quoi dans la vie, Nassim? Ah, merci, Laurent. Je travaille dans une banque. Prenez le la micro, banque. madame. Dans quelle... On va avancer. Non, on va envoyer, elle a une bonne idée, Lisa. On va envoyer la pub, non? Bon, c'est un peu pénalisant pendant l'amour, c'est tout. Hein. Vous revenez quand vous voulez, madame. Nous, on revient après la pub, à tout de suite. Quand on m'a poussé, et je pèse mes mots, à aller faire l'émission qui était quand même très populaire à l'époque de Marco sur France 3, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et je me suis régalé. L'échange intellectuel entre lui et moi était vraiment parfait, quoi. J'ai adoré cette rencontre. J'ai cru comprendre que je vais rencontrer un ami. Quand on revoit un peu le chanteur Aminette, Playboy, La Mèche, que vous avez toujours... Vous pouvez me montrer ce qu'il y a dessous, d'ailleurs? Il y a Michael Douglas. Ah ouais. On a proposé à Marc Léfogel, sachant qu'il aime beaucoup la variété, de présenter l'Eurovision. Et il a dit oui, mais avec Dave. Alors honnêtement, ça m'a surpris, ça m'a flatté. Le plus gros service après-vente que nous avons eu à faire, France Télévisions, je dirais, dans son ensemble, on l'a fait à la suite de l'Eurovision. Il fait très chaud dans cette espèce de KGB dans lequel on est entre la Russie et je sais plus quel autre pays, c'est un placard, quoi. Donc on était torse nu parce qu'on n'a pas l'image. Moi, je vote pour elle, Dave. Mais je comprends. Au moins pour les efforts fournis sur scène, parce que bouger autant avec autant de kilos, ça doit pas être simple. Hein. À partir du moment qu'on pratique la causticité, comme c'est mon cas aussi, on ne fait pas d'amis seulement, hein, c'est inévitable. Donc c'est peut-être une des raisons pourquoi on s'entend aussi bien. On a eu 5 plaintes de pays étrangers, d'ambassades, à la suite des propos qui avaient été tenus par Marco et Dave. Dave est spécialement langue de pute, je pense qu'on peut le dire, c'est un mot hollandais, langue de pute. Et Marco est très bon client, donc à deux, c'est vrai que ils doivent être intenables, quoi.
Moi, le mieux, c'est qu'ils parlent pas de moi quand ils sont ensemble. Maintenant, on part en Allemagne, Dave. On part en Allemagne, mais oui, on part en Allemagne. Elle est pas très belle, mais elle ne le sait pas. Oh non, elle est non-voyante. Oui, c'est pas grave, ça. Rachel Kahn, elle est arrivée en courant, mais ça hurle à France 3, le standard saute, il y a plein de vieux qui téléphonent, c'est pas possible, arrêtez, vous allez trop loin. Et on s'est retrouvés l'année d'après. Pour une deuxième année à l'Eurovision, on est encore allé plus loin que possible, et on se fait virer avec un bon coup de pied dans le cul, et c'était bien fait. Ça a quand même été une émission un peu culte, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est là qu'il fallait être. C'est l'émission où il fallait passer. Merci d'accueillir Madame Vanessa Paradis. Bonsoir. Là, c'est un ange qui est entré dans le studio. quoi. merci. Un ange, Vanessa Paradis. Vous savez pourquoi les gens vous aiment, Oula, question. à votre avis? Parce que je les aime. Eva Mendes avec nous sur M6. Eva Mendes. Hello, nice to meet you. Take a place. Non, je suis vraiment très contente d'être ici. J'adore Paris. Lenny Kravitz. Merci d'accueillir Monsieur Alain Delon. Alain Delon avec nous. Alain Delon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment l'homme aux deux visages, c'est vraiment les deux visages sur la même médaille. Il y a un Marco très dur et il y a un Marco très doux. Le meilleur de Marc-Olivier, c'est dans les interviews émotions. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment toutes magnifiques. Mais c'est ça qui était bien, je trouve, avec On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est qu'on pouvait rire, on pouvait avoir aussi un peu la larme à l'œil, on pouvait y avoir des confidences. Aussi parce qu'on était le vendredi soir, il était tard. Je pense notamment à Renaud, lorsqu'il fait son comeback pour l'album Un boucan d'enfer. Vous vous attendiez, Renaud, à un tel accueil. L'accueil du public ici, évidemment, et l'accueil des gens qui sont venus en masse acheter l'album, déjà 450 000 en une semaine. Vous en doutiez ou vous pensiez que vous étiez passé à la colonne un peu perte et profit? Non, pas à ce point-là quand même, mais quand on n'a pas fait d'album pendant 7 ans et demi, ce qui a été mon cas, on se demande si on n'a pas été en partie oublié. On l'écoute en boucle, nous, depuis 2 mois, notamment la chanson 3. On écoute le refrain. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot pénal, dans la lumière, tamisée, loin de ce monde de ringards. Alors, on va le raconter ce soir dans cette émission. Vous avez vécu caché dans votre bistrot, où vous restez des journées et des nuits entières, de temps en temps dans un sale état. Ouais. Où vous dites notamment loin des projets ou loin des télés, et des animateurs blaireaux, de ces crétins dégénérés. Pour vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard. Est-ce que ça veut dire que là, maintenant que vous êtes en promo, qu'on vous voit dans la presse, un peu à la télé, etc., pour vous, c'est une corvée d'être là? Non, c'est un plaisir. Un vrai plaisir? Ouais, mais je fais la promotion avec parcimonie et en essayant d'être le plus sélectif possible. Et les crétins dégénérés dont je parle dans la chanson, j'allais pas quand même aller jusqu'à les nommer, mais je sais à qui je pense. Qui? Mais pas à vous. Il choisit Marc-Olivier parce qu'il sent que Marc-Olivier va faire une interview qui est franche, mais qui va être touchante, qui va être sincère. Moi, la dernière fois qu'on vous a vu à la télé, avant de revenir avec des bonnes nouvelles, c'était aux Victoires de la musique. Oh là là, c'était abominable. J'étais au fond du trou, j'étais bouffi d'alcool. J'avais 15 kilos de trop. C'était il y a 1 an et demi. Ouais. Et on se demandait qu'est-ce qu'il avait, Renaud. Ouais, le tout Paris murmurait que je passerais pas l'hiver. Ouais. Vous le pensiez que vous ne passeriez pas peut-être l'hiver? Mes copains médecins me pronostiquaient une cirrhose rapide dans les 18 mois à venir si je continuais au régime auquel j'étais, c'est-à-dire 1 litre de pastis par jour. Il était super touchant et ouais, il y a eu plein de moments assez tendres. Vous avez l'impression que c'est super loin, que depuis vous êtes sur vos 2 pattes et que ça va beaucoup mieux? Ça va mieux, mais je suis pas à l'abri d'une rechute. Ça veut dire? Ça veut dire que je fais encore quelques écarts. Du genre, le pastis, c'est... Bah oui. Vous repicolez un petit peu? Ouais. Un petit peu. Alors peut-être que les gens, effectivement, attendaient du combat, de la boxe, etc. Mais je crois qu'au fur et à mesure, ils ont vu aussi qu'il était capable d'aller très souvent et très habilement dans l'émotion. Étranger à soi-même, étranger pour les autres. Qui réduit au silence le fracas de l'enfance. Et avant se masquer en attendant sa chance. Mais quand demain se lèvera,
Étienne Dao est sur le plateau, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je sais à ce moment-là que Marc-Olivier a de l'admiration pour le chanteur, qu'il écoute l'album en boucle, mais il a aussi une affection très forte pour l'homme. Et ce qui me frappe, c'est qu'à ce moment-là, elle se manifeste, cette affection de Fogiel pour Dao. Et d'ailleurs, la tendresse est réciproque. Vous avez un petit côté Rocco Siffredi, vous savez? Il paraît. Non, mais je m'explique. De plus en plus, je trouve que dans votre façon de chanter, dans votre façon de parler, dans votre façon de bouger, vous avez presque un côté sexuel qui émane de vous, même plus sensuel. Vous vous êtes rendu compte de ça? Est-ce que c'est indépendant de votre bonne volonté ou alors c'est au contraire, vous en jouez presque? Enfin, j'apprécie le compliment, mais c'est vraiment tout à fait innocent, vraiment. Vous n'êtes pas un allumeur? Non. Non. C'est un moment de télévision parce qu'on sort de la télévision. C'est-à-dire qu'il se passe un truc, une alchimie entre les deux. On voit une vraie, grande et belle séance de drague. Alors c'est soit génial, soit embarrassant, mais il se passe un truc sur le plateau à ce moment-là. Sur votre parcours sentimental, par exemple, vous avez dit aimer le relief accidenté de votre parcours sentimental, pourquoi pas? Et vos proches, eux, ils ont dit, enfin certains d'entre eux, qu'il vous arrive même de provoquer des accidents, un chaos, donc grosso modo d'avoir de la peine, pour vous aider à nourrir votre création. Non, mais ça, c'est atroce. C'est vrai que comme je suis quelqu'un de très passionné, j'aime la difficulté, voire l'impossible. Il m'est arrivé d'essayer de faire marcher des histoires qui étaient totalement impossibles. Donc c'est vrai que... bon. Ma mère, elle a quelque chose dangereux. Je me souviens très bien du jour où j'y étais, où Arnaud avait chanté cette chanson avec une vraie arnauterie. Hein. C'était très puissant. Et j'avais été très ému, probablement. Oui, j'imagine. Oui, pour des raisons qu'on peut comprendre, voilà. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours de lumière. Oh, dans les yeux de ma mère. C'est ça la télévision, c'est faire passer une émotion. Et c'est ce que je crois, on retient aussi de Marc-Olivier et de ses interviews, c'est l'émotion. Marine, tu sais, ce soir, ça va mal. La séquence de Diams au piano qui chante Marine, waouh, on était vraiment scotché. Tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne, viens. Tu crois vraiment que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé, Marine. Je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête, Marine. J'ai peur que dans quelques temps, t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp, donc je ne suis pas de ceux qui prônent la haine, mais plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. Diams. Diams! C'est un moment hyper beau. Voilà. C'était assez inédit, ça, dans l'émission. Il n'y en avait pas beaucoup, des moments comme ça. Mais il y en avait parfois. Marc-Olivier, les failles l'intéressent. Pourquoi cette personne est agressive? Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi ce parcours? L'enfance, ça le passionne. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Vous savez que c'est très impressionnant d'être face à vous. Très impressionnant. On doit vous le dire tout le temps. Il ne faut pas me dire ça, parce que ça m'intimide, moi aussi. Vous avez conscience qu'être face à vous, c'est très déstabilisant? Vous en avez conscience de ça? Oui. Parfois, ça me donne le sentiment d'être encombrant. C'est le dernier à avoir interviewé l'abbé Pierre. Il l'ignorait, évidemment, même si l'abbé Pierre était très âgé à ce moment-là. Mais c'était extrêmement touchant. On sentait vraiment la bienveillance qu'il a, le respect qu'il a pour cet homme. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui la force, quand quelqu'un vient vous voir, de lui donner de l'énergie, de lui redonner confiance en la vie? Est-ce que cette force-là, vous l'avez encore, mon père? Tout le monde se trompe, parce que Dieu fait que j'ai gardé, vous l'entendez, une voix sonore, qui n'est pas du tout la voix tremblotante d'un vieux pépère. Et cela fait que ceux qui viennent, qui me rencontrent, repartent en disant « on l'a trouvé en pleine forme ». Ça sont des interviews qui sont très très marquantes. Sœur Emmanuelle, ça l'a beaucoup marqué. Qu'est-ce qu'elle est mignonne dans l'interview avec sa petite voix comme ça, comme ça, comme ça. Et Marc-Olivier qui est en face, on dirait un petit garçon, tellement il est touché, tellement il est près d'elle. Alors ma sœur, vous avez aujourd'hui 93 ans. Et pour le péché de gourmandise, on voulait vous offrir un gâteau pour vos 93 ans. Ça dépend quel gâteau. Eh ben, il arrive derrière vous, ma sœur.
93 ans, comment vous faites pour avoir cette À ta énergie santé. À 93 ans, comment vous faites pour avoir cette énergie incroyable? On discutait ensemble dans la loge. J'étais étonné par votre rapidité, votre vivacité d'esprit. Comment vous faites pour donner autant aux autres? Parce que c'est toujours votre actualité et votre quotidien. D'où vous puisez cette énergie? Ben, je crois, tu vois, Marc-Olivier, c'est que moi j'ai comme principe qu'il ne faut pas accepter le stress, mais qu'il faut se battre pour anti-stress. Et je crois que si dans la vie, on est décidé à avoir le côté positif, à lutter pour le positif, à ne pas accepter ce qui fait tort à l'homme, on vit jusqu'à 93 ans. Et je te le souhaite. C'est très gentil à vous, mais vous pensez que ça suffit? Il n'y a pas une nature pour ça? Non, c'est rien. Je ne sais pas très peu, j'en sais rien. Il avait une image dans ses émissions qu'on connaît, et au fond, qui était éloigné au moins sur un sujet de ce qu'il est profondément, c'est un homme d'info. C'est un vrai homme d'info, c'est un vrai journaliste, Marco. C'est pas un animateur, c'est un journaliste, vraiment. Il est allé loin dans la présentation justement de ce type d'émission, mais il a toujours gardé en lui la passion de l'info, la passion de chercher l'information et de la trouver, et c'est ce qui explique qu'à un moment donné de sa carrière, il a eu envie d'incarner vraiment le journaliste. Il est très bon à l'antenne, mais ça va au-delà de ça. Je dirais la partie majeure de son travail, elle est aussi hors antenne, c'est d'obtenir des coups. Le divan, c'était une super façon de montrer une autre facette, le mot à la con, de ce qu'il est capable de faire. Je pense que l'émission du divan est l'exemple majeur et complet de l'évolution du personnage professionnel. Mais le divan ne serait pas ce qu'il est si le personnage à la ville n'était pas à ce point serein, engagé et heureux. Il y a un sentiment d'illégitimité un peu permanent. Ouais. Bah oui. Il y a sûrement des doutes. Mais de toute façon, c'est très difficile de voir son image, je pense, pour n'importe qui. Je crois que c'est très difficile d'avoir ce reflet. C'est très, très compliqué quand on recherche une excellence, quand on a une exigence, on trouve, évidemment, on ne voit que les défauts. Je suis sûr que ceux et celles qui s'allongent sur le divan sentent dans le regard de Marco tout ce qui a changé, tout ce qui fait qu'ils ont envie et qu'elles ont envie de se livrer. Moi, ce qui me plaît chez Marco, c'est qu'il m'épate encore, en fait. Un chagrin d'amour, vous en avez eu au moins un. Vous en avez causé aussi un gros. Ça a même été un séisme familial. On va explorer tout ça ce soir. Sûrement pas. Explorer le séisme familial? Sûrement pas. Vous l'avez écrit pourtant. Oui, je l'ai écrit, mais je n'en parle pas. Bah, je vais essayer de vous en parler, non, puis je me satisferai de vos non-réponses. On verra bien. Déjà, on va commencer par quelque chose de léger, si vous voulez bien. Je vais vous surprendre par ma capacité de me taire. Franchement, avec des gens comme Jean d'Ormesson, mais c'était vraiment du grand art, hein, franchement. Et là, c'est vraiment aussi les années d'expérience. C'est qu'il a réussi à l'amener, à lui en parler, et que finalement, d'Ormesson vienne le remercier à la fin. C'est trop douloureux encore pour vous aujourd'hui d'avoir fait de la peine à votre père, c'est ça, Jean d'Ormesson? Oui, bien sûr. Il est mort persuadé que j'étais un voyou. 60 ans après, c'est encore à ce point présent chez vous, Jean? Oui, bien sûr, c'est une grande douleur qui me plaît. Jean d'Ormesson, il a dit souvent que c'était une des meilleures émissions qu'il ait faites, étant donné qu'il en a fait 3000, c'est flatteur. Il mène vraiment la danse d'une manière épatante, donc il m'a même fait apprécier Mélenchon, par exemple. Vous entendez mal depuis quand, Jean-Luc Mélenchon? Depuis toujours. Mais je ne l'ai pas su parce qu'à l'époque, on ne dépistait pas ça comme maintenant, vous voyez. Et c'est de père en fils dans ma famille. Bon, alors ça a des inconvénients, hein, bien évidemment, tout le monde le comprend, mais comme tous les handicaps, ça a de très grands avantages. Et je m'en vais vous révéler un ou deux secrets à ce sujet qui ferait bien d'inquiéter ceux qui ont affaire à moi. Je crois qu'il a un petit peu brisé la coquille. D'une part, on a appris sur Mélenchon des choses qu'on ne savait pas du tout. Bon, la surdité, moi, je ne savais pas. Et d'autre part, je ne dirais pas que ça l'ait rendu sympathique à mes yeux, mais ça l'a en tout cas humanisé. Donc je pense que c'était une bonne affaire pour Mélenchon. Là, vous êtes placé dans des conditions qui vous mettent hors de portée de
de ma capacité à avoir de l'emprise sur vous. Mais si vous étiez dans mon champ de vue, je commencerais déjà à savoir ce que vous allez dire. Là, c'est le vrai Marc-Olivier Fogiel qu'on voit, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'introspection, qui aime bien réfléchir à qui, que, quoi, quand ou comment, contrairement à moi. Et voilà pourquoi j'ai toujours refusé d'aller sur ce putain de divan, parce que moi, je suis tout le contraire de ça. Donc là, il est totalement dans son rôle dans cette émission. Il est devenu celui qui écoute. Donc c'est en fait une odyssée. C'est une transformation du personnage. Je trouve qu'il a un instinct, son émission Le Divan. Il m'a demandé d'être son premier invité. Eh bien, cette émission aussi montre à quel point il progresse. Et maintenant, je le vois pas refaire un talk show. Et vous êtes prêt à être grand-père? Ah oui. Ouais. Papy Robert. Oh bah oui. Ouais. Oh là là. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bah, ça doit être formidable. On s'arrête là, pour le coup. Ah oui, là, je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est compliqué, Bardot. Bardot, il l'adorait, elle l'adorait. Donc, ça commençait, c'était une histoire d'amour qui commençait bien et qui s'est très mal terminée, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Brigitte Bardot, ça vous fait quoi d'être applaudie? Ça fait longtemps que vos chèvres et vos moutons et vos vaches ne vous ont pas applaudi. Écoutez, je vais vous dire, il y a des années que j'ai pas été applaudie comme ça et je suis très reconnaissante au public. C'est vraiment... Toute la première partie, pour moi, c'est un très bon souvenir. C'est un très très bon souvenir parce que c'était quand même magique d'avoir Bardot sur un plateau. Alors moi, il y a quand même une scène absolument mythique dans les films que vous avez interprétés, Brigitte, c'est Le mépris de Godard. Je voudrais que vous me refassiez tous les deux. Ah non, non, ça... La scène du mépris. Si, Brigitte. Mais c'est pas grave, vous Allez, donnez la Brigitte. réplique à Brigitte. Brigitte, 3 lignes. Allez. Attention. Vous faites Camille. Et vous le jouez bien, Brigitte, s'il vous plaît. Allez, je sais que vous êtes venu avec votre fan club, mais c'est pas grave, allez-y. Tu vois mon derrière dans la glace? Tu les trouves jolies, mes fesses? Oh oui, très. Et mes seins, tu les aimes? Oui, énormément. Doucement, Paul, pas si fort. Pardon. C'est aussi la force de Marc-Olivier Fogiel, c'est de réussir à convaincre des personnalités rares sur les plateaux de venir face à lui. Et c'était le cas de Bardot et de Delon, par exemple. Bon, mais dès que vous les avez, forcément, il se passe quelque chose avec ces gens-là. Donc, tu m'aimes totalement? Oui, je t'aime totalement. Tendrement. Tragiquement. Moi aussi, Paul. Merci beaucoup. Le problème, je comprends bien qu'on a envie de vous applaudir. On vous voit rarement à la télévision, mais on ne peut pas passer non plus la soirée à vous applaudir. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Je suis pour rien, mais ça fait plaisir une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans. C'est pas trop quand même. Allez, on démarre quand même. On raconte quand même comment tout ça s'est passé, d'autant qu'il y a eu un petit couac de dernière minute. J'aimerais bien qu'on revienne dessus et puis on en parlera à la fin de l'émission. C'est vrai qu'elle nous avait caché qu'elle publiait un livre, et pas n'importe quel livre. On a demandé à voir le livre. Et on s'est rendu compte que dans le livre, il y avait vraiment des horreurs, enfin des choses, des horreurs de notre point de vue, en tout cas des choses qu'elle pensait, qu'elle revendiquait, qu'elle assumait, c'est son problème, mais sur lesquelles il était même pas envisageable que Marc-Olivier Fogiel ne l'interroge pas. On était vraiment choqués, quoi. Elle parlait des infirmières, elle parlait je crois des musulmans, tout ça, c'était juste dégueulasse, et on était indignés, révoltés, et on était unanimes. On s'est rencontrés à la Madrague, on est descendu vous voir puisque vous vouliez un peu de réflexion. Il faut dire avec Ariane qu'on a découvert quelqu'un de charmant, de simple, de touchant. Et puis vous avez dit pourquoi pas. Et puis patatras, on découvre cette semaine que sort un livre qui n'était pas prévu pour l'émission. Si on n'avait pas parlé du livre, on se serait fait tacler en disant oui, Brigitte Bardot sortait un livre ordurier, ils lui ont servi la soupe. Et d'en parler n'était pas non plus le bon endroit. Et le bon moment, puisque c'était censé être une émission hommage à Brigitte Bardot. Déjà, je voulais savoir si ce livre, en fait, vous nous l'aviez caché
ou pas du tout? Ce livre, comment ça se fait qu'il sort maintenant? On n'était même pas au courant, il est sorti 3 jours avant l'émission et on l'a su la semaine dernière. Le livre est sorti, c'est un hasard en même temps que l'émission, mais j'aimerais autant qu'on n'en parle pas pendant cette émission, parce que je pense que ce livre est un livre polémique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Oui, oh bah écoutez, alors c'est agréable, déjà tout de suite là. Il Ah m'a non, mais dit, non, mais c'est le livre. Vous connaissez l'émission, Brigitte? Non, je sais. Et je sais ce que j'ai écrit et je ne le regrette absolument Alors, pas. moi, ce Mais que je vous j'aimerais pro- autant qu'on n'en parle pas trop ou qu'on n'en parle pas du tout. Non, parce du tout, que vous je, savez bien n'ai- que c'est je pas ne suis possible. pas venue faire cette émission pour parler du livre. Mais pourquoi il Voilà. sort maintenant, ce livre? Parce que nous, on se C'est sent un peu comme piégé ça, dans votre promo quand même, Non, Brigitte. je ne piège jamais personne, moi. Marco ne voulait pas qu'on fasse juste un tapis rouge à Bardot sans en parler. Je pense qu'il il était très clair avec elle. Je crois qu'il lui a dit qu'il ne pouvait pas ne pas lui en parler. Mais qu'en revanche, il y aurait une partie plus carrière, Bardot, le mythe, la star, etc. Et puis une partie où il avait vraiment des questions à lui poser, et même au-delà d'un certain nombre de questions, des points de lui exprimer sa consternation par rapport à certains propos qu'elle tenait. Dès qu'on aborde le bouquin, tout d'un coup, c'est comme si il y avait des portes qui se mettaient de chaque côté. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Tout d'un coup, le visage de Bardot se transforme, change. Vous êtes quelqu'un de super Oui, franche. je crois, oui. Direct. Donc on ne va pas éclipser les choses qui fâchent. On va parler et terminer avec ce livre qui est sorti bien malgré nous. On ne pensait pas faire une émission à cette occasion-là. On va le faire dans une sorte de chose beaucoup plus personnelle. On va demander au public de sortir. On va rester tous les trois. Et on va terminer l'émission comme ça. Vous allez nous vous expliquer très Mais rapidement si sur le le public livre. sort, je sors avec. Non, il faut que vous... Non, Brigitte, il faut que vous ayez... Brigitte. Et elle a dit, je m'en vais. Donc elle avait un peu mal à la hanche. Donc déjà, elle avait un peu de mal à se déplacer, donc on a peut-être gagné un peu de temps. Et je crois que Marco, là, juste un truc de psychologie, l'a piqué sur le thème vous vous dégonflez, quelque chose comme ça. Et ça a suffi un peu à la piquer, donc à rester en plateau. Vous êtes franche ou vous n'êtes pas franche? Je suis franche. Alors, mais je n'ai qu'est-ce pas que vous redoutez? envie que cette émission se termine mal. Quand vous dites les jeunes, les hordes de jeunes terrorisent la population, mettent le feu aux voitures, Brigitte, tague les murs, détériore tout sur la passade. C'est trop facile. Vous fuyez, c'est de la lâcheté. Non, Bah, non, si. ça, je suis pas une fille lâche. Bah, la preuve. Alors, non mais c'est je vais facile. je vais vous dire, Marco. Alors, soit vous acceptez d'en Non, parler je veux calmement. que cette émission soit belle du début jusqu'à la fin. Je veux pas que vous commenciez à prendre des phrases. Mais oui, mais les phrases. Moi, je l'ai lu contexte. entièrement le livre. Je l'ai lu Vous entièrement. allez me sortir des phrases d'un contexte et on va arrêter de parler de ça et on va On n'a pas finir commencé, en beauté. on n'a pas commencé. Justement, on va pas commencer. Non, je me fais pas piéger. Non. C'est ridicule. Au lieu de lui dire expliquez-vous, il a été trop la chercher. C'était trop violent. À un moment donné, vous parlez du mélange des races. Vous dites les animaux, la race. Quand vous dites, alors que chez les animaux, la race atteint des sommets de vigilance extrême, les bâtards étant considérés comme des résidus bons à laisser pourrir dans les fourrières, nous voilà réduits à tirer une fierté politiquement correcte, à nous mélanger, à brasser nos gènes. C'est extrêmement dommage. Mais on peut penser bien le contraire. Enfin, la réalité montre l'inverse. Des gens comme ça qui se mélangent, c'est la tolérance, écoutez, Brigitte, sur les hôpitaux. Oui. Vous écrivez, non, vous n'êtes pas en Martinique ou à Madrid, mais vous pouvez voir les plus spécifiques exemplaires au pied plat, traînant au Mais c'est derrière drôle, ce que ballottant. je dis. Non, c'est pas Dis drôle. donc, Qui vous avez ou pas pas la- vu, Et ces Andalouses que vous lancez les à olé lorsque vous leur dites aïe aïe Est-ce aïe, que il ne vous manque avez plus qu'elle vu les il ne manque sketchs plus des qu'elle pue et on y est là, franchement. Vous avez vu les sketchs des inconnus? Oui, mais c'était drôle les sketchs des inconnus. Là, quand c'est écrit Ah comme bon, ça. alors moi, c'est pas drôle. Ah non, c'est pas drôle. J'ai le droit de penser ce que je veux. On est en démocratie. Pourquoi vous avez besoin de l'exprimer? Parce que j'ai besoin de l'exprimer. Mais non, pourquoi? Ça, Parce c'est pas une que réponse. je trouve que c'est quelque chose qui est important à dire et je dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Alors, Non, mais non, mais c'est ridicule d'applaudir, c'est ridicule. J'avais envie de lui dire, laisse-la, quoi. C'est une vieille dame, laisse-la, quoi. Ce qu'il a perdu en popularité à ce moment-là, il l'a gagné en crédibilité. C'est-à-dire que tout d'un coup, le type, ça devenait le type qui passe rien. C'est le type qui, même quand il est face à un puissant ou face à quelqu'un d'inattaquable, il va. Et je trouve que c'est à ça qu'on juge les mecs qui ont du talent. Vous détestez la vulgarité, vous l'avez toujours dit. Et ça, c'est vrai. Et dans le livre, quand on cumule la façon dont plus vous le racontez, c'est super vulgaire, Brigitte. Je sais. Bah alors, Ben, c'est pour me mettre au diapason. vous applaudissez la Non, vulgarité, c'est pour c'est me mettre au formidable. diapason. Mais Monsieur Demal, on vous a pas...
on a invité Brigitte Bardot par son mari. Attendez, On a invité. Marco. Oui. Bon, alors, maintenant, on a vous invité êtes- Brigitte Bardot par son mari. Non, Est-ce que alors, vous attendez. considérez avoir été manipulé par votre mari? Oh non, non, il n'est pas né celui qui va me manipuler. J'ai été choqué par Brigitte Bardot, oui, mais pas choqué par Marc-Olivier Fogiel, parce que le livre de Brigitte Bardot était un tissu de sottise. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de s'aborder l'image de Brigitte Bardot, celle qu'on aime, celle qu'on a vue, celle qui est touchante, celle qu'on a appréciée de rencontrer? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en sortant ce bouquin, Non. est-ce que c'était pas l'intention d'ailleurs de dire De à me tout le monde, s'aborder. ouais, de dire à tout le monde je vous emmerde et voilà ce que je suis. Il y avait pas Mais tout le monde sait que je dis ça très facilement. Face à Bardot, moi, je pense que j'aurais fait exactement comme Marc-Olivier Fogiel. Et pourtant, j'adore évidemment l'icône, le personnage, l'actrice, la femme même. Mais j'accepte toutes ces idées politiques. Et je pense que Marc-Olivier Fogiel, pareil. Il a raison 101 fois. Brigitte Bardot ne s'est jamais privée de dire des énormités. Elle les pensait, elle les exprimait. Si on ne pose pas ce genre de questions, ça veut dire qu'on est un mauvais journaliste. Quand je vous ai appelé juste avant de tourner cette émission, le week-end d'avant, vous m'avez dit non, je vais pas le donner. La maison d'édition voulait pas nous le donner le livre. Il faut l'accord de Brigitte. Quand je vous ai appelé, j'ai dit non. Vous m'avez dit non, vous allez me détester. Vous allez me détester. Oui, parce que je sais que vous êtes diamétralement opposés dans vos idées aux miennes. L'une des fois où il m'a le plus bluffé dans son courage d'aller au bout d'une interview, c'était avec Brigitte Bardot, avec un public qui était hostile, parce qu'il était peuplé de fans de Brigitte Bardot, de gens de son association, proches de son mari, etc. Il est allé au bout de ça. Et je pense son cran ce soir-là m'a franchement épatée. Vous vous sentez blessée, Brigitte, hein? Par vous ce soir maintenant, oui. Avec le recul, je me dis qu'on aurait dû annuler ce prime, en fait. Je pense qu'à refaire, il le ferait différemment aujourd'hui. Je pense qu'il le ferait différemment et que aujourd'hui, il sait atteindre les mêmes objectifs, faire dire les mêmes choses, avec peut-être un peu moins de fougue, un peu moins de... Puis je pense qu'il était aussi impressionné. On aurait souhaité que le livre ne sorte pas au moment de cette émission comme c'était prévu au départ, puisqu'il n'y avait pas de livre du tout quand vous a contacté Brigitte Bardot. Merci beaucoup. Voilà. C'est triste, mais les souvenirs les plus forts, ça reste quand même l'incident de Dieudonné, on s'en souvient tous. C'est peut-être une des seules fois avec Dieudonné où il est un peu débordé. Mais il faut dire que il était l'un des premiers à se confronter à l'animal Dieudonné. Moi, j'ai souvenir que je fais partie de ceux mêmes qui avaient quasi soutenu Dieudonné, parce que j'avais mis à part le sketch de la personnalité même de Dieudonné qu'on a découverte, hélas, seulement au fur et à mesure des mois ou des années qui ont suivi. C'était un plateau d'humoristes. Il y avait entre autres Jamel, je ne sais plus qui y avait d'autres, mais enfin, je me souviens très bien de la présence de Jamel. C'est pas le roi du Maroc qui est venu là, mais on a un camarade à vous qui est venu dire qu'il fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce qu'il hésitait. On va peut-être l'accueillir. Sérieusement? Oui. Ouais. Je crois... L'affaire Dieudonné, je la connais très très précisément parce que j'étais en régie. Et Dieudonné demande, quelques minutes avant l'émission, à se mettre juste un tout petit peu à l'écart, s'il peut aller aux toilettes avant le direct. Parce que quelques minutes avant, il était habillé comme vous et moi, quoi. Et il ressort des toilettes très rapidement avec cette tenue. Ça fait plusieurs jours que, alors là, c'était mon job, d'essayer de récupérer le texte qu'il devait faire en arrivant sur le plateau. Du coup, il ne répète pas. Et l'émission commence et je lui demande son texte. Il me dit non, mais t'inquiète pas, etc., etc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Monsieur Fogiel, oui? Ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît. C'est déjà assez difficile pour moi. C'est pas mon genre. Oui, je vais te la fermer, tu vas voir. Alors, Monsieur Fogiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux. Le service public. Donc Marc-Olivier ne sait pas du tout qu'il va débarquer comme ça et ne connaît pas le texte. Et si vous regardez bien les images, il a un masque, un voile, donc on comprend mal ce qu'il dit. Il lit un texte, le micro, du coup, n'était pas prévu du tout pour... Je pense que le gars du micro, là, tout d'un coup, a vu cette tenue très rapidement, lui a mis le micro. Donc, du coup, le son n'est pas bon, et en vrai de vrai, Marc-Olivier n'entend rien. Vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire? Qu'est-ce que j'en suis, fous-toi de ma gueule. Continue. Il vient de l'écrire, hein. Il fallait l'écrire avant, camarade. Un dangereux agitateur, hein?
Je t'ai reconnu. Attends, laisse. Donc il rit un tout petit peu machinalement parce que dans ces cas-là, quand un humoriste fait un sketch, on le soutient, il n'y a rien de plus horrible que quand ça rit pas. En vrai, il n'entend rien. Et en vrai, nous en régie, on comprend très mal ce qu'il dit. Et nous, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'il raconte? Et au fond, dans un premier temps, on n'a rien vu, on n'a pas compris. Il a pris tout le monde par surprise. Et comme il n'était pas coutumier de ça, personne ne s'est méfié. Pour tout le monde, Dieudonné, c'était un comique. J'ai regardé ça depuis chez moi. J'ai reçu des textos d'amis qui me disaient mais t'as vu là, Dieudonné chez Fogiel, tu trouves pas ça un peu bizarre? Je sentais qu'il se passait quelque chose qui choquait des gens que je connaissais de mon entourage, notamment des gens qui étaient juifs. Tout d'un coup, il s'est mis à déblatérer sur... à tenir des propos antisémites. Non, monsieur Fogiel, vous me désespérez. Je précise que ce n'est pas la perte, ni votre perte, ni celle de votre équipe qui me préoccupe, mais l'intérêt supérieur de la France. Après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, c'est ça. Et j'accepte votre invitation. Et c'est notre faute, moi je m'en suis beaucoup voulu. Mais on trouvait ça un peu bizarre. Mais vraiment, dans le quart, personne ne s'est dit merde, il se passe un truc. Pendant cette émission, je suis d'abord en coulisses, je le regarde dans l'écran, je fais pas trop gaffe, je vois que ça applaudit, que ça se marre. Jamel dit c'est l'humoriste le plus drôle de France. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Je suis super content de voir Dieudonné. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire, là je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite. T'es le meilleur. Jamel, à la fin du sketch, est le premier à applaudir et dit viens t'asseoir à côté de nous. Parce qu'en vrai, Jamel, il a rien calé, mais rien compris, mais comme tout le monde. Jamel aurait eu conscience de ce que disait Dieudonné, il aurait réagi, il aurait rebondi, mais on s'est rendu compte de rien en fait. Diodo revient, donc moi j'ai pas trop compris ce qui s'est passé non plus. Il se rassoit, il se démaquille, et il me regarde et il me dit j'ai foutu la merde là, non? Et je l'ai jamais revu depuis. Et je me suis toujours demandé s'il m'avait dit ça de façon affirmative, c'est-à-dire content de lui. Donc ça veut dire que c'était prémédité? Ou est-ce qu'il réfléchissait tout haut et qu'il m'interpellait et qu'il me demandait mon avis? Ou dans ce cas-là, ça n'était pas prémédité? Je n'aurai jamais la réponse. Dieudonné, je crois que c'était difficile pour Marc-Olivier. Je crois que Dieudonné, c'est difficile pour tout le monde. Si on se laisse aller à le traiter comme on en a envie, le résultat est catastrophique. Si on le ménage, le résultat est catastrophique. Tout d'un coup, Marc-Olivier Fogiel est convoqué à France 3, la presse s'empare du truc. C'était pas le même contexte. Aujourd'hui, on est très sensibilisé à tout ça. Je pense que peut-être qu'à l'époque, c'était un peu plus difficile de réagir en direct à ce sketch, de voir là où ça dérapait, où ça allait trop loin. Suite à la polémique avec Dieudonné, il y a plein de SMS qui sont arrivés et qui ont été diffusés à l'antenne, dont un qui a été jugé raciste par Dieudonné et qui s'en est servi du coup pour tenter de renverser la vapeur. Marc-Olivier est quand même très meurtri, très blessé par tout ça, blessé qu'on puisse le penser ne serait-ce qu'à 1% raciste, ce que veut faire croire Dieudonné. C'est son angle de défense. Fogiel est raciste, ce qui n'a aucun sens. Et un jour, on est sur le plateau, l'émission va commencer, et en vrai, un quart d'heure, 20 minutes avant qu'elle commence, tout d'un coup, tout le public quasiment se lève. Envahit le plateau. Hier soir, une manifestation a retardé le début de l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde sur notre chaîne. À l'appel de l'humoriste Dieudonné, une cinquantaine de personnes ont envahi le plateau de Marc-Olivier Fogiel pour réclamer sa démission. Marc-Olivier est encore dans sa loge. La sécurité le prévient. L'ambiance est très chaude, très électrique. Dieudonné veut une conversation au milieu de ses fidèles comme ça avec Fogiel, veut des excuses, ce qui n'a aucun sens. Et Fogiel est dans sa loge. Qu'est-ce qu'on fait? Dans un quart d'heure, on est en direct. Je suis montée voir Marco dans sa loge et je lui dis, est-ce que tu te sens de faire l'émission depuis ta loge en direct? Et il a été formidable, il a accepté. Et donc, il y avait la police en bas et les gardes du corps, Diodo et ses fidèles sur le plateau qui avaient envahi le plateau, qui étaient hystériques parce que tout d'un coup, sur un écran, ils ont vu que l'émission commençait, le générique partait, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bonsoir, vous êtes bien sur France 3, il est 21h45, on est bien en direct. Comme vous le remarquez, c'est pas le plateau dont on ne peut pas plaire à tout le monde, mais mon Guy est là. Bien sûr, mon Marco. C'est les aléas du direct et c'est aussi pour ça que la télé en direct, c'est vivant. Quelques minutes avant de prendre l'antenne tout à l'heure, on devait être à l'antenne à 20h53, des manifestants ont envahi le plateau. Et évidemment, on ne veut pas donner l'antenne à des gens qui veulent prendre en otage l'antenne. Ces manifestants sont là à la demande de Dieudonné qui a appelé à une manifestation pacifique. Il m'a dit, avant de prendre l'antenne, qu'il a été débordé. Il ne demandait pas à ce que les manifestants rentrent sur le plateau. Il dit avoir été débordé. Je nous revois sur ce canapé crasseux de la loge, avec Carlier assis sur une chaise et tout, et Marco faisant son émission superbe. On va essayer de vous présenter une émission un peu particulière ici. Écoutez, c'est la vie, c'est la télévision. Vous êtes sur France 3, vous êtes en direct avec mon camarade Guy Carlier.
il y avait On ne peut pas plaire à tout le monde le vendredi soir sur France 3 et Tout le monde en parle le samedi soir sur France 2. La guerre avec Ardisson, c'est une guerre de 2 émissions de télé, 2 émissions de week-end. Les années 70 ont été marquées par Philippe Bouvard en termes d'interviews insolentes. Les années 80-90 par Thierry Ardisson, qui était le successeur de Philippe Bouvard dans ce domaine-là. Et ensuite, ça a été Marc-Olivier Fogiel, qui était le successeur, on va dire le fils de Thierry Ardisson et petit-fils de Philippe Bouvard. C'est pas anodin ce que je raconte là, parce que il se trouve que c'est sûrement pas un hasard si ni Philippe Bouvard ni Thierry Ardisson aient vu d'un œil très favorable l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel. Il voyait un concurrent plus jeune que lui, qui avait un certain talent, mais avec 20 ans de moins. Et ça le mettait en danger. Et comme Thierry adore avoir des ennemis, il s'est choisi Marco pendant de longues années. Chez Marco, il n'y avait pas l'aspect trash qu'il y avait chez Ardisson. Il y avait une volonté d'aller chercher des choses que l'invité ne disait pas forcément ailleurs. À l'âge de 20 ans, je me suis suicidé parce que je voyais ce qu'il y avait à faire et je me suis dit la montagne est trop haute à monter. J'ai dit à Marco, ce serait bien qu'on fasse Ardisson, ce serait marrant, qu'on soit un de nos premiers invités sur le jour. Oh non, je veux pas et tout. Puis finalement, lui, je l'ai convaincu. J'ai appelé Ardisson qui lui m'a dit, mais bien sûr, aucun souci, j'arrive. C'était pas mon ambition d'être heureux. Ah ouais? Mon ambition, c'était de devenir riche et célèbre. Ouais. Alors, je suis devenu un peu riche et un peu célèbre. Non, très riche. Mais... Très célèbre. Il a été incroyable. C'est-à-dire qu'il est sans filtre, il a tout dit, il a tout raconté, il a donné beaucoup. J'avais 19 ans, j'avais 50 balles, je connaissais personne à Paris. Et je me suis dit, tu vas jamais y arriver, quoi. Et en plus, j'étais malheureux en amour parce que la fille que j'aimais voulait pas me rejoindre à Paris. Et donc, j'ai fait une tentative de suicide, mais assez grave, parce que je me suis ouvert les veines dans la baignoire, et si elle n'était pas revenue complètement par hasard, peut-être que je serais mort aujourd'hui. Je pense qu'il a aimé les clashs, je pense qu'il est aujourd'hui un peu au-delà des clashs, je ne veux pas me tromper. Hein. Avant, il passait pour un provocateur très doué, bon, et qui donc irritait énormément. J'ai rarement été aussi... je dis pas malmené, parce que vous le faites gentiment, mais on m'a jamais interviewé comme ça. Bravo, franchement. Je le savais un peu avant de venir, mais ça se confirme. Vous êtes un très bon journaliste, franchement. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que vous m'amenez à me... Voilà, vous me coincez dans des trucs, quoi. C'est bien. Trois nouveaux rendez-vous cette semaine. D'abord avec William Lémergie qui présentera Le Jeu à 18h30 sur France 2. Il a été engagé à Télédimanche à l'époque pour faire de la programmation. Denisot a évidemment tout de suite flashé sur sa vivacité, le côté un peu, je dirais pas sûr de lui, mais en tout cas répondant du tac au tac, etc., etc. Il avait la réputation d'être extrêmement ambitieux. Il a tout de suite dit que lui, ce qu'il voulait, c'est faire de l'antenne. Il l'assumait. Dernière nouvelle des programmes avec Marco. Vous savez que Madonna sera l'invitée de Christophe de Chavannes samedi prochain sur TF1, mais vous ne savez peut-être pas qu'elle n'a pas voulu rentrer sur le plateau. C'était un mélange de besogneux, d'impelant, probablement très angoissé parce que c'était pour lui un but, et que donc au début, j'avoue qu'il en a mangé de la pellicule avant que ça soit complètement au point. Au début, il n'était pas bon, mais il venait avec des infos. Donc, je crois que c'est ça qui faisait la différence. Même s'il les disait de façon un peu bancale, il donnait les infos qui étaient reprises et qui alimentaient un peu le petit milieu du PAF, quoi. Salut, mercredi a été une mauvaise journée pour le PSG et pour Michel Denisot qui s'est cassé la clavicule à Milan en jouant au football. Il a une petite chronique dans l'émission de Michel Denisot sur Canal+. Et un jour, Michel Denisot est absent une émission. Il a cette générosité, Michel Denisot, de lui dire « remplace-moi ». Marco m'a appelé en disant « voilà, j'aimerais bien que je ne sais pas si on se voyait à l'époque, soyez un peu le parrain du truc, machin. » Moi, à l'époque, j'étais quand même une vedette, et donc c'était pas mal pour l'émission. Et j'ai dit « oui, bien sûr ». Les deux invités de Télédimanche connaissent actuellement des difficultés avec leur chaîne. Il s'agit de Christophe de Chavannes, qui arrive, et de Patrick Sébastien. Bonjour et mangez... Non, merde, j'ai pas le droit. Excusez-moi, j'ai rien dit. Depuis maintenant 3 mois et demi, Christophe de Chavannes tente tous les soirs d'installer Coucou à 19h sur TF1, mais l'opération semble difficile. Bonjour Christophe. Bonsoir Marc-Olivier, ça fait bizarre de dire Marc-Olivier. Bonjour. Pourquoi bonjour. Bonsoir, ouais. Ça va bien? Oui, ça va bien. Quel bilan faites-vous de ces 3 premiers mois passés à 19h sur TF1 depuis janvier?
Attendez, parce que là, vous me cueillez. Quel bilan je fais Personnel. Bilan personnel. Sa pugnacité légendaire a toujours été là, et probablement dès la première émission. Il avait une bonne tronche, mais sa manière de parler, la vigueur du propos, la vigueur de la question, l'envie d'avoir la réponse, faisait que lui, il y avait quelque chose d'intense. Mais d'intense qui pouvait presque être désagréable au début. Vous n'êtes pas déçu par les chiffres de l'émission, puisque quand même régulièrement, Michel Drucker vous met un peu la raclée. Oui, mais ne me regardez pas ça, ne me regardez pas comme ça. Alors une émission marche, C'est vrai, mais une émission marche, pardon, vous me lancez, je finis. Une émission marche, elle reste, et puis tout d'un coup, elle marche plus, hop, c'est fini. Alors, même si on est potes, il va pas s'emmerder à ne pas poser la question qui peut agacer un peu. C'est vrai, mais vous travaillez sur une chaîne, sur une chaîne privée, pas sur une chaîne publique, qui doit avoir une rentabilité financière, et on dit que vous leur faites perdre de l'argent tous les soirs à 19h. C'est qui Tout ça commence un petit peu à bien faire. Et Marco, qui était chroniqueur mauvais chez Denisot, a repris le flambeau. Et ensuite, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a su marquer sa différence, son empreinte et se faire repérer parce que justement, il était insolent. Parfois, on peut dire, tiens, il est impoli. Mais non, il était timide, il était impressionné. Et impressionné par les invités, il va avoir des phrases un peu brusques, il va pousser un peu l'invité dans ses retranchements. Bref, il va être un peu maladroit. Et cette maladresse, ça a créé, ce qu'on a dit, le style Fogiel. On va dire, dis donc, le petit, qu'est-ce qu'il est rentré dedans et tout. Mais en fait, c'était l'histoire d'un gamin qui était apeuré parce qu'il avait des monstres en face de lui et qui, maladroit, a été un peu brusque. Et ça a créé le style Fogiel. Salut la télé, toute la télé, rien que la télé. Chaque semaine dans TV+, nous allons vous guider dans ses coulisses, ses programmes, son actualité. À l'époque, il faut bien s'imaginer que les invités de TV+, ils y allaient un peu la peur au ventre, quoi. C'était pas facile d'être interviewé par Marco. À la fois, c'était un passage obligé. Gérard Lanfort parlait de votre look noir, un peu incuré. Est-ce que pour TV+, vous acceptez de changer de look, de quitter votre veste noire et en porter d'autres couleurs? Pendant l'émission? Pendant l'émission, maintenant même? Non. Vous êtes sûr? Sûr. Bon, on va essayer quand même. On était plutôt bluffés par le fait qu'il n'avait pas peur des grands, qu'il allait justement les titiller. Enfin voilà, donc il n'avait peur de rien. Vous voulez pas essayer simplement? Franchement, non. Mais... Pourquoi? Parce que je suis assez ridicule comme ça, je trouve. Même pour nous? Même pour toi, allez, je le fais pour toi. Non, vous pouvez garder votre micro. Ah bon? Il y a un micro dans la veste. Ouais, il y a un micro dans la veste. Et alors? Vous pouvez regarder votre image sur un moniteur? Ouais, je la vois là, ouais. Et alors? Ça ressemble à Pierre Brasseur dans un émission, ça trompe énormément. La seule fois que je l'ai vu vraiment flipper, avoir peur, c'est quand on a fait ensemble, mais lui à l'antenne évidemment, l'émission avec les NTM à New York. Au moment de la sortie de leur album, je suis allé les voir, je leur ai dit mais voilà, on voudrait faire une émission sur Canal, qui pourrait vous interviewer? Et je crois que c'est Joe Star, Didier, qui a dit Fogiel. Je dis ah bon, mais Fogiel. Franchement, vraiment, il n'a pas du tout la culture du rap. Moi, je pensais de Gaulle, je pensais je sais pas qui. Non, on a envie qu'on nous pose des vraies questions. On le respecte pour ça. Salut, comme les To Be Free, les NTM viennent de banlieue. Mais ce soir, nous ne sommes pas avec Philippe, Adèle et Franck, mais avec Bruno et Didier, alias Joe Star et Cool Chain. Bonsoir à tous les deux. Salut. Aujourd'hui, vous avez toujours, je ne sais pas si vous êtes d'accord, l'image d'un groupe violent. Et moi, j'étais assez étonné parce que je ne vous connaissais pas vraiment bien. En lisant les textes de vos anciens albums, à une ou deux exceptions près, c'est pas si violent que ça. Même on s'appelle Nique ta mère. Bah oui, mais justement, alors pourquoi c'est les gens, parce que les gens veulent pas aller voir derrière ce qui se passe un petit peu derrière le nom, quoi. Vraiment, il n'était pas fier. Il dit, mais qu'est-ce que je me suis embarqué dans cette galère? J'y arriverai pas, j'aurais pas dû. Cette image, elle vous convient ou vous en foutez? Pour moi, les gens à qui on fait peur, c'est les gens qui savent pas que même si tu habites dans le 16e, tu prends un bus, t'as un Nanterre, tu verras comment ça se passe, quoi. Je pense qu'il est assez admiratif des gens qui aiment se servir de leur cerveau, mais qui ont aussi du tempérament, d'un tempérament sanguin, des émotions. Il était assez étonnant, incroyable, parce que Marco est plus jeune que moi quand même. Donc je trouvais qu'il était bien plus avancé que moi dans ce domaine-là, domaine du journalisme, domaine de la responsabilité, ne serait-ce que d'avoir une émission. Salut, ravi de vous retrouver. C'est la deuxième saison d'Un an de plus. Le concept reste le même. On revient un an après sur l'actualité, mais on va commencer par 18 ans de moins. Regardez cette photo.
Vous le reconnaissez, c'est Laurent Ah, les Ruquier. salauds. Ça va, Laurent? 18 ans de moins, c'est quand même moins bien qu'un an de plus en ce qui te concerne, non? C'est mieux maintenant. Hein. Le principe, on peut le rappeler, c'était de revenir sur l'actualité un an après, donc dans des domaines aussi bien sportifs, politiques, culturels, et il savait faire ça de façon incroyable. Pourquoi tu as accepté de nous rejoindre quand on t'a proposé de remplacer Bruno? Ça, c'est vraiment une surprise. J'ai accepté parce que c'est plus facile de revenir sur l'actualité un an après. Le public, généralement, a du mal à accepter les plaisanteries, surtout sur les sujets graves. Par exemple, le Tour de France qui a été gagné par Lance Armstrong cet été. C'est américain. Oui, on pouvait difficilement se moquer de lui. Il revenait guéri d'un cancer, alors que dans un an, on pourra tout à fait se moquer de Richard Virenque qui aura développé le sien. Je pense que Marc-Olivier Fogiel, c'est quelqu'un qui sait aussi dénicher le jeune talent qui va devenir grand, etc. C'est vraiment Marco qui m'a choisi. Et j'étais ravi, évidemment, que Marco me fasse confiance dans ce rôle-là qui était différent pour moi. Ça a été, je pense, même un des premiers à me donner un rôle un peu plus sérieux que ce qu'on voulait bien m'accorder d'habitude comme rôle. Donc je lui dois beaucoup pour ça. Moi, je m'imaginais pas faire de la télévision. Être à l'antenne, je n'imaginais pas ça. Et c'est lui qui l'a imaginé. Au début, un peu à mon corps défendant, je pense que je suis l'une de ces journalistes à laquelle il a fait faire le plus d'essais. Je pense que j'ai un record du nombre d'essais de casting avec Marco. Sur son plateau, il me faisait venir à la fin de la saison en disant « Bon, allez, vas-y, fais-nous rire, qu'est-ce que t'as préparé ?» Mais des fois, je venais, je n'étais même pas maquillée. J'étais rouge, il faisait chaud, je faisais plus d'efforts. J'y croyais pas tellement. Et il y a cru pour moi. Il m'a dit, toi qui veux faire du cinéma, qui a des rêves un peu qui sont loin de ce qu'on fait là, ce que tu devrais faire, c'est faire une chronique pour faire connaître ta plume à l'antenne. Les audiences sur nous peuvent s'effondrer. Et Europe 1 peut bien s'écrouler. Peu m'importe les problèmes. Je m'en fous, Marco. Olivier. Marc-Olivier Fogiel, c'est quelqu'un qui aime mettre en avant les gens et surtout les pousser à l'antenne et ensuite les suivre. C'est-à-dire qu'il ne les laisse pas dans la nature. Il n'a jamais lâché l'affaire, il s'occupe toujours de moi. C'est mon agent. Souvent, il m'envoie des textos, il me dit « Je te facturerai ce conseil ». C'est Marco qui m'a proposé de faire de l'antenne sur TV+, la dernière saison de TV+. Et voilà, on s'est super bien entendu sur le plateau. Ensuite, il me dit « Mais suis-moi, fais comme moi, démissionne de Canal et suis-moi sur l'affaire... sur France 3, sur On ne peut pas plaire à tout le monde et on va s'amuser. Moi, je voudrais juste que vous fermiez les yeux, soyez sympa. Bon. Mais respectez, faites-le bien quand même. Ouais, je ferme les yeux. Voilà, fermez les yeux parce qu'il y a non des gens qui vont rentrer sur le plateau, donc je veux pas que vous les voyiez. Avant, allez, ouvrez-les. Voilà, non mais parce que... Non mais attends, il faut que je vous explique. Il faut juste que je vous explique, c'est parce Ça que... va pas, non? Tous les invités de TV+, pendant 4 ans, qui ont été malmenés, ils m'ont appelé hier soir, ils m'ont dit « Dis donc, tu voudrais pas nous venger ?» Alors bon, j'étais obligée d'accepter. Vous avez jamais été aussi jolie. Je suis vous êtes victime d'un bien. attentat pâtissier. C'est Qu'est-ce que vous le voulez journal dire de... Bonsoir, c'est la première. Tout le monde a le trac, j'espère que ça vous plaira. Mais après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde. Marco est devenu le petit prince de France 3 en très peu de temps. Vous allez bien parce que vous êtes dans une dynamique d'âge, d'ambition. Non, pas du la tout. 3, dans d'un mois et demi, elle vous appartient. Mais Le souvenir que je garde de Marco à l'époque de On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est sa schizophrénie, quoi. C'est le rouge et le noir, le soleil et la nuit. C'est-à-dire, je me disais, mais comment le mec fait pour être aussi dur avec nous et aussi charmant avec ses invités? Je ne le connaissais pas et c'est peut-être pour ça que j'ai accepté de travailler avec lui. Je vous présente ma nouvelle complice, Anne-Elisabeth Lemoine, qui est là-haut derrière. Anne-Elisabeth. Bonsoir. On va lui souhaiter bonne chance. C'est une école un peu à la dure, mais c'est une très bonne école. Moi, je suis ravie d'être passée par là et d'avoir survécu. En fait, il transmettait, sans le savoir, la valeur travail et l'exigence d'une forme de perfection obsessionnelle. Oui, vous disiez, Marco? Vous nous racontiez juste pourquoi vous êtes là, Anne-Elisabeth. Je suis là pour qu'enfin on profite des SMS que nous envoient en très grand nombre les téléspectateurs. Il y en a déjà quelques-uns, Marc-Olivier. Il m'avait appelé en me disant « Bon, je vais faire de toi une star. » Ah bon? Tu vas faire le SVP 1111. Silence. Au téléphone. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce job encore qui m'a inventé, Marco? Évidemment, on réagit sur le nouveau titre de votre émission, Ouais. T'empêche tout le monde de dormir. Et beaucoup de téléspectateurs souhaitent que ça reste T'empêche tout le monde de dormir, que ça ne vienne pas T'empêche tout le monde de parler, par exemple. Ouais, Mais bon, on va faire... on vous connaît, hein, c'est pas votre genre. Et je dois avouer que j'y croyais pas des masses et je trouvais que c'était pas forcément hyper valorisant. Mais ce que ça témoignait surtout, c'était de la vivacité d'esprit de Marco et de l'œil qu'il avait sur l'époque. Le fait est que s'il avait démarré aujourd'hui, il
il aurait forcément foutu du Facebook, du Twitter, de l'Insta, je sais, moi, du Snapchat. On l'aurait peut-être vu avec une truffe de chien. En tout cas, il aurait mis de l'époque dans l'émission. Marco, c'est l'école de la rigueur. C'était un personnage qui est très, très marquant à la télé. Christophe, à votre avis, pourquoi vous n'êtes pas à la télé? Attendez, je peux pas parler plus fort, je suis désolé. j'ai une laryngite. Ah, vous avez une laryngite. Vous voulez que je traduise? Oh. Oh bah. Vous vous rendez compte, ce gars qui a une laryngite et qui vient quand même au travail? Ça alors. Ça, c'est de l'héroïsme. Alors, du courage. Alors qu'on aurait pu faire aussi bien sans lui. Une voix me vient à partir de la bouche. Et Marco, il a une bouche légèrement dissymétrique. Il soulève un petit peu une lèvre et il a une espèce de mou dissymétrique aussi d'un côté. Comme ça. Quand il me pose une question, et puis il attend quelque chose, il aimerait bien qu'on lui donne. C'est bon? C'est sécurisé? C'est bon. Attention, on va te sortir. Bonsoir à tous, bonsoir Ariane. Ariane qui ce soir apparemment a volé la robe de sa grand-mère, n'est-ce pas Ariane? C'est quand même un type qui a été très détesté, très contesté. Si les réseaux sociaux avaient existé en 2003-2004, il se serait fait pourrir sur les réseaux sociaux. Quant à mes autres invités, je leur mangerai le foie avec un excellent Chianti. Marc-Olivier Fogiel, tout le monde en parle. Moi, j'ai toujours été bluffé par la capacité à endurer la détestation dont il a pu faire l'objet, ici ou là, de certaines personnes. Marc, vous avez interviewé le père de Jordi, vous ne l'avez pas laissé s'exprimer, vous l'avez humilié, et du coup, il a fait un malaise en sortant de votre émission. Eh ben tant mieux. Maintenant, il a qu'à sortir un disque dur d'être un papa. Ça va cartonner. Je crois que la hyène, ça lui a fait du mal. Enfin, moi, je trouvais ça dégueulasse. Le pitbull, oui. C'est-à-dire que le gars qui s'accroche au mollet et qui lâche pas, oui. Mais la hyène, il y a un côté charognard que je trouve il n'a jamais été. Mais de quoi je me mêle, d'où ça me vient? Je te demande, toi, d'où ils viennent tes cheveux en plastique? Non? Bah alors. T'as vu Jaja comme il a les boules avec ses cheveux moches en plastique? À mon avis, il a dû les trouver dans une poubelle tellement ils sont moches. Oui, on va y revenir. Il savait très bien qu'au Guignol, ce n'est pas moi qui fais les textes, donc j'ai toujours senti de la bienveillance. Il savait que la hyène avec ce rire, ce rire-là, c'était une invention des Guignols et que c'était pas moi qui étais l'auteur de cela. C'était juste son personnage de scène. Et j'ai découvert effectivement qu'il était plutôt l'inverse dans la vie, en fait. Il est vraiment à rebours de ça dans la vie, il est plutôt dans l'écoute. On disait, il est méchant, pitbull, enfin tout le cliché qu'on connaît à son égard. Il jouait ce rôle-là. Mais il ne le faisait pas exprès parce que c'est l'homme le plus généreux que je connaisse personnellement. Il savait qu'il avait une image pourrie. À 35 ans, il avait une boîte de 200 personnes, il produisait X émissions. Voilà, c'était la star du PAF. Et un jour, il a changé de vie. Il a tout arrêté. L'époque qu'il a écrite, vraiment en télévision, c'est lui qui a baissé le volet. Et ça, c'est un mystère. Bonsoir. Particulièrement heureux et ému de vous retrouver pour cette dernière émission en direct de T'empêche tout le monde de dormir. La dernière? La dernière. Et pour la dernière, une affiche, une belle affiche, vous allez voir. En direct, on est en direct. On est en direct, là? Alors, il va bien, mettez, je vais bien. En direct. Ça tourne. Alors, attends, non, mais faut lui dire. Ne m'énervez pas. Ne m'énerve pas. Arrêtez, je suis déjà assez énervé comme ça, alors Il est énervé. Eh ben, t'as qu'à lui dire. Calme-toi. Bon, alors, Marco. Mireille. Marco. Mireille. Oui, alors. Tu peux pas plaire à tout le monde, hein? Et t'empêches tout le monde de dormir. Et maintenant, tu fais chier. Maintenant, tu t'arrêtes et tu fais chier le monde, voilà. Ça va? Avec ta grande gueule, on avait envie de te le dire. On avait envie de te dire, peut-être aussi de pas trop changer. Alors, on a pu nous inviter à la première. À la dernière, on s'est invité nous-mêmes. C'est super gentil et on est d'être là. venu ici pour dire à tous tes copains qui ont envie de te voir parce que tu t'appartiens pas. Tu es un personnage public. On est d'accord? Reviens vite, Marco. Reviens vite, Marco. Reviens vite, Marco. Marco, 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 Marco.
pense qu'il était dans l'adversité, il avait envie de se battre, mais je pense que c'est une image qui lui a collé à la peau, et il a vraiment fait le bon choix de vouloir complètement se refaire une virginité quand il a arrêté la télé pour aller à Europe 1. Il est arrivé dans la rédaction d'Europe 1 un peu sur la pointe des pieds. Il a eu cette intelligence de pas arriver en star, la star de télé débarque et de se mettre toute la rédaction à dos. Il est arrivé au contraire assez humblement. Ça, c'est quelque chose qui est chez Marco qui est intéressant, c'est son humilité qu'on voit pas. Il m'a sidéré. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont à ce point épaté. Parce que c'est la tranche reine, c'est la tranche la plus compliquée, c'est la tranche qui est le prime time de la radio, et il s'y est imposé. Il fallait vraiment y croire, mais il a pris un grand risque et il a vraiment réussi. Bonjour Julie. Bonjour Marc-Olivier, bienvenue chez nous et bientôt promis ce sera chez vous. Merci beaucoup, bon réveil sur Europe 1, nous sommes ensemble donc pour 2h30 d'infos. C'est pas un gros travailleur, il y a des gros travailleurs. C'est un immense travailleur. C'est un acharné du travail. Est-ce que vous seriez aussi amoureux si Nicolas Sarkozy n'était pas président de la République? C'est une question un peu bête. Non, c'est une question qui se pose. L'un de vos musiciens que vous connaissez bien, Louis Bertignac, dit « Elle est née pour être un personnage public. Je ne suis pas sûr qu'elle ait des opinions politiques, mais il y a des choses qui montrent qu'elle aimerait être la femme la plus connue du monde. » Donc ça peut avoir... Je ne suis pas sûr que Louis Bertignac ait précisément dit cela. Dans le Parisien, si on en tout cas. l'appelait pour le demander. Vous voulez qu'on l'appelle? C'était un jour très particulier parce que c'était notre premier jour de radio ensemble. Et donc Marc-Olivier a voulu faire un joli coup éditorial, et c'en était un, évidemment. C'était la première fois que Carla Bruni s'exprimait ainsi. Il n'y a aucune question qui est interdite, mais j'ai trouvé ça très inélégant. C'est le style de Marc-Olivier. Il n'est pas là, je veux dire, c'est pas un académicien français. Il n'est pas là pour poser les questions qu'on attend. Il est plutôt là pour poser les questions qui surprennent. Ce que j'ai retenu surtout, et ça a été le cas en permanence avec Marc-Olivier, c'est que dès le premier jour, au premier matin, il avait un invité atypique qu'on n'entendait pas, avec lequel il avait construit un lien pour avoir cette interview-là. Et ça a été ça pendant 3 ans. Il est parti à RTL, où ayant encore mûri, il a réussi à relancer cette tranche de la fin de journée, là où la télé avait repris ses droits. Il voulait cette crédibilité-là, et je l'écoutais pendant ces élections mener les débats sur RTL. Eh ben, chapeau. À ma gauche, Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, le premier à croire au leader d'En Marche. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. À ma droite, Florian Philippot, vice-président du Front National, député européen. Bonsoir. Bonsoir. 45 minutes pour convaincre et pour arbitrer ce débat avec moi. Rebonsoir Alain Duhamel. Rebonsoir. L'image que j'ai de lui a quand même beaucoup changé en 20 ans. Le Marc-Olivier actuel, c'est quelqu'un, bon, de toute façon, qui est très professionnel et qui est très rapide, mais c'est surtout quelqu'un qui travaille comme un bûcheron et qui surtout cherche en permanence à anticiper, à imaginer les choses. Et ça n'est pas l'image que j'avais de lui avant. De nombreux invités, dont le président d'honneur du Front National. Bonsoir Jean-Marie Le Pen. Bonsoir, Monsieur Fogiel. Merci d'être en ligne avec nous. Avant, j'avais l'image d'une espèce de metteur en scène du désordre télévisuel. Aujourd'hui, j'ai l'image de quelqu'un qui est un des 2 ou 3 meilleurs. Je suis pas tout jeune, et donc quand je vois des gens qui ont 25, 30, 35 ans de moins que moi, et que j'ai vu grandir pendant 15, 20, 25 ans, et qui arrivent à cette qualité professionnelle et humaine, forcément ça m'émeut. Les choses, elles se sont pas faites comme ça du jour au lendemain. Chez lui, c'est pas... Les faits se sont pas penchés sur son berceau en disant, voilà, c'était juste l'histoire d'un gamin de 17 ans passionné par l'information qui a décidé contre vents et marées de devenir journaliste. C'est aussi l'histoire d'une ambition. Son talent, c'est d'abord une incroyable détermination. C'est-à-dire que quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et c'est ça qui lui a permis de passer du métier d'animateur de talk show à la télé au métier de journaliste pur et dur. Il a gommé le côté rocké, le côté un peu jeune, frétillant, peu sûr de lui, qui tente de se faire une place, quoi. Il a su garder le meilleur. C'est l'assurance que tel magazine, tel plateau, tel projet va être délivré avec de la qualité et de la personnalité. Il y a une marque Fogiel. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore vu à la télévision les enfants de Fogiel. Ça, c'est sûr.